Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter le podcast, le www.patreon.com/auparloir, site payant où est-ce que tu as accès aux épisodes 6 semaines d'avance. Et c'est en même temps cette façon-là qui me permet de continuer à produire et à payer ce merveilleux studio, des studios bien entendu. Sinon, YouTube, si tu n'es pas abonné à ma page YouTube, abonne-toi, Cédric Bergeron. Like, laisse un petit commentaire, partage si tu as aimé l'épisode, ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait toute une différence. Il y a mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron Humour, parce que oui, je suis humoriste. Automne 2024, je pars une petite tournée. Il y a déjà quelques dates qui sont sorties sur mon site internet www.cédricbergeron.com. Bon, mes plugs sont faits. Aujourd'hui, au podcast, j'ai reçu Martin Rousse, quelqu'un qui nous a mis en contact, puis je suis vraiment content parce que Martin a un passé qu'on a déjà entendu au podcast puis qu'on va réentendre, un passé de consommation, tout ça, classique, famille. Tu sais, normal, tu sais, c'était pas rose, mais c'était pas noir non plus. Commencé jeune à travailler dans les bars, alcool, cocaïne, tu sais, c'était un pattern qui revient souvent. La différence avec Martin, c'est que lui, il a fait ça jusqu'à 47 ans. Puis à 47 ans, il est allé en thérapie. Il a commencé même à travailler pour la maison de thérapie où il a fait sa thérapie. Encore aujourd'hui, il fait ça. Et ce gars-là est rendu avec une renommée pour aider des gars à sortir de prison, des gars qui ont vraiment besoin de thérapie. Ce gars-là, sa signature fait sortir des gars. Ce gars-là a dealé de la dope dans sa vie, a caché de la dope puis des affaires dans sa maison. Avait un côté criminel, puis aujourd'hui, aide des gars qui en ont besoin. Un asti de bon gars, un gars qui a fait tout un cheminement, un gars pour qui j'ai beaucoup de respect, que je ne connaissais pas, puis vraiment pour son parcours, puis ce qu'il fait aujourd'hui. Gros respect, bon podcast, j'ai vraiment apprécié. Un gars qui s'exprime super bien, qui est posé, qui est intéressant à écouter. Fait que merci Martin pour ta présence, merci pour ton partage, merci à vous d'écouter le podcast Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation des toitures Joël Gagné. Compagnie de toitures spécialisée en bardeaux, en toit plat. Ils ont au-dessus de 15 ans d'expérience. Des fans du podcast, tellement que si tu les appelles pour avoir une soumission, tu mentionnes Au Parloir Podcast, 15% de rabais. Joël, qui gère sa compagnie avec sa femme, je les ai rencontrés, du monde super le fun, professionnel. Fait que tu sois Laval, Montréal, Lanaudière, Laurentides, gars, appelle-les, ils vont te faire une soumission à un 15% de rabais avec Au Parloir. Fait que si tu veux une gang de beaux bonhommes bronzés là, qui t'enlèvent ton toit, puis ben, si tu veux pas une gang de beaux bonhommes bronzés qui font ton toit, ben Chris, tu ne feras jamais faire un toit parce que c'est juste ça, des gars de toiture. Tu vois le logo, tu vois leur site internet, tu vois leur numéro de téléphone, tout est là dans l'écran. YouTube, description de la vidéo, tous leurs liens sont là. Les toitures, Joël Gagné, merci de supporter le podcast. Encouragez-les. Si vous avez besoin de faire une toiture, appelez-les pour une soumission Au Parloir, 15% de rabais. Martin, merci d'être là, premièrement. Martin Rousse, c'est un de tes partenaires de curling qui nous a mis en contact. Parce que, écoute, là, on va passer à travers toute ta vie. Puis la raison, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est parlé. La raison pour laquelle je venais, c'est par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, étroitement relié dans le milieu carcéral. Donc, avant de partir dans ton parcours, c'est ça, on peut en parler. Puis je l'ai mentionné dans l'intro aussi. C'est que tu es dans un centre de thérapie, mais toi, tu aides les gars qui sont en dedans à pouvoir sortir pour faire des thérapies, pour justement que leur cheminement. Si je vais, là, je mets ça, on va être plus dans les détails tantôt, mais... Là, je l'explique vite fait, là, c'est-à-dire que quand les gens commettent un crime, c'est surtout des crimes là, ponctuels. C'est-à-dire que le gars va se faire arrêter, son avocat va m'appeler. J'ai une banque d'avocats parce que là, ça fait quand même 6 ans que je fais ça, le carcéral. Donc, tu me disais tantôt Nada Boumefta qu'on a Nada reçu. que vous avez reçu, j'ai travaillé podcast. avec. Dernièrement, on a travaillé ensemble là, sur un cas, là, un gars qui avait des problèmes de consommation, puis des problèmes aussi là, avec la loi. C'est-à-dire que là, l'avocat m'appelle, le gars vient de se faire arrêter. En loi, je t'explique vite fait, pour les spectateurs aussi, là, c'est-à-dire que quand tu commets un crime, jusqu'à ton procès, on fait quoi avec ce gars-là entre les deux?
L'alternative est là. C'est-à-dire que la poursuite va peut-être dire, ce gars-là est trop dangereux, je ne veux pas le laisser en liberté. Si tu as volé un steak des Super C, là, ils ne garderont pas en détention. Là. Non, c'est ça. Là, maintenant, il y a des crimes, des fois, si tu as commis un meurtre, ils ne libéreront pas non plus. Non, tu vas être prévenu jusqu'à... Entre les deux, la ligne est où? On fait quoi avec les gars? Puis il y a des alternatives. J'en suis une. C'est-à-dire que là, puis les avocats commencent à me connaître. Fait qu'ils ne me soumettront pas des cas qui n'ont pas de bon sens. C'est-à-dire que là, ils vont évaluer le gars, ils vont voir les crimes. Les crimes sont souvent reliés à la consommation, reliés pour des gains de consommation parce que là, il manque d'argent, il fait des vols, etc. Il se ramasse en prison tout le temps. L'avocat va lui dire, écoute, t'es peut-être rendu là, à penser à toi et puis à penser à sortir la consommation de ta vie, puis tu vas peut-être sortir aussi la criminalité de ta vie. Ça peut être les gars aussi qui font juste tanner de Le gars cette aussi, vie-là. Faut que exactement. le gars soit tanné de ce vie-là Parce aussi. que ça, on en parlera plus tard parce que c'est mon cas, ça. Fait que l'avocat m'appelle. Ce que je fais, c'est que là, j'ai quelques questions là, à savoir parce qu'il y a des dossiers que je prends pas vite fait. Mais si on s'entend que c'est un bon cas pour une thérapie, moi, je prends un rendez-vous avec la détention. La plupart de mes évaluations se font en visio. J'ai les connexions avec les détentions, ils me passent les gars. La plupart du temps, le jour des mêmes, c'est plus facile de leur parler. J'évalue le gars. Si c'est pas un bon candidat, on met fin à ça puis c'est terminé. Il va falloir que l'avocat voie un autre plan de sortie. Perspective, ouais, c'est ça, un autre... Si c'est bon, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va aller soumettre ça à l'avocat de la poursuite. Fait qu'on va aller le voir, on lui dit, bon, on a un plan de thérapie. L'avocat de la poursuite veut, il est d'accord avec ça. On appelle ça une entente commune. On s'en va devant le juge va dire oui à ça, c'est sûr. On a une entente commune, on envoie monsieur en thérapie pour 6 mois. C'est fait. Je t'arrête là, parce Oui. que tantôt, je veux qu'on vienne justement sur tout ce processus-là. Parfait. Là, je voulais juste mettre la raison de base pourquoi tu es là. Après Parfait. ça, plus tard, on va rentrer dans tout ce processus-là. Mais avant ça, toi, tu fais ça, c'est pas pour rien. Ben non. Parce que tu as un background. Exact. Mais comme tous mes invités, comme je te l'expliquais tantôt, moi, je pars straight. T'es né en quelle année? T'as grandi dans quel coin? Quel genre de famille pour qu'on sache c'est qui Martin? 1968, je suis né à Salabry de Valleyfield. D'une famille quand même assez bien nantie, je vais dire, côté monétaire. OK? Par contre, de ce que je me rappelle de ma famille, c'est que ça n'a pas toujours été, sans être dans la violence, rien, ça n'a pas toujours été, mon père et ma mère ont un couple qui n'a jamais bien fonctionné ensemble. Mon père alcoolique, ma mère qui prenait pas vraiment ça. Ma mère aussi, je pense qu'elle a toujours eu des problèmes de santé, des problèmes à assumer ses choix, puis des problèmes là, dans ce sens-là. On vivait on vivait dans la richesse, on vivait dans l'abondance. On parle là, des années là, 70 que je me rappelle, TQ, que j'ai jamais rien manqué. Là. Côté monétaire, j'ai jamais rien manqué, toujours eu de la bouffe. Ce côté-là, il était correct. Sauf que peut-être un peu d'attention d'encadrement, c'était moins là. Mon père qui préférait boire, évidemment, mais il était quand même là. C'est pas le genre de père violent, c'est pas le genre de père qui m'aurait battu. Je pense qu'il me donné une claque sur une fesse une fois puis s'en est voulu le restant de sa vie. Genre de père présent physiquement, Exact. mais pas... Exactement. c'est pas genre de temps de souvenir de t'être lancé à la balle avec ton père. Moi, je me rappelle, mon père venait me voir jouer au hockey, mais c'était pour prendre la bière avec les gars en haut. Là. Je le regardais dans l'entour puis je le voyais pas. Là. Il était au bar, puis à la fin de la game, il était là pour me ramasser. Il te demandait si t'as-tu gagné, parce qu'il ça, savait même pas. Genre. Exactement. Fait que c'était un peu ça. Ma mère, un peu moins. Je pense que ses choix de vie, ma mère a fait en sorte là, qu'elle a pas mal été là, en dépression là, une grande partie de sa vie. Puis, pas présente non plus, plus monotone, plus encore là physiquement, mais pas heureuse. OK. Je l'ai jamais vu heureuse vraiment dans sa vie. Fait que ça a été un peu l'encadrement, éclatement de la famille à 13 ans. Je vais-tu trop vite? Je suis rendu trop loin? Non, c'est correct, Parfait. c'est correct. Non, mais jusqu'à là, tu es primaire, tu es un primaire C'est normal, ça. ordinaire. Ouais. Ben, écoute, bon, si on parle de moi, là, je te parlais de ma famille, si on parle de moi, toujours été le plus petit, toujours fait gosser avec ma grosseur, mis de côté un peu d'un sport, pas mis de côté, mais choisi le dernier, tu sais. Je suis OK. pas bien bon là, dans un un peu sport. d'intimidation. Ouais, intimidation, sans vraiment, tu sais, je vais te casser la gueule. L'écœurage. C'est là, ça, tu sais, c'est ça. des L'écœurage, petits t'es culs, là, petit, tu sais, puis tasse-toi, puis bon. J'ai toujours choisi le dernier. Pas bien bon au hockey, je voulais être bon. Pas bien bon à la balle, je voulais être bon. Un peu, ça m'a étouffé un peu, je vais te dire. J'étais un peu en retrait, malgré ma grand gueule, malgré que j'aimais ça faire des jokes. J'étais quand même un peu plus solitaire, un peu plus retiré. Éclatement de la famille à 13 ans, mais à 12-13 ans, mes parents se séparent. Fait qu'à partir de là, j'ai encore le même mode de vie, mais qui a séparé. Ça n'a pas arrangé leur cas, là, mon père et ma mère. Ils ont resté dans le même beat. Le beat que je te disais de ma Mais mère juste tantôt, chacun elle de l'a leur bord. gardé. tu sais. J'ai décidé d'aller rester chez ma mère. Puis mon père, le même beat encore. Présent, mais pas présent parce que l'alcool est là. Ma mère, encore là, pas vraiment présente, mais présente physiquement. Je manque encore de rien, maison, tout ce que tu voudras.
je me retrouve pas mal. Puis ma soeur, qui a, quand la séparation, on a 5 ans de différence, qui était vraiment présente avec... Plus vieille? Plus vieille de 5 ans. OK. Elle était plus présente avec moi quand j'étais plus jeune, quand les parents étaient là. C'était un peu mon phare. Mais quand on s'est séparés, elle est partie au cégep. Avec 17-18 ans, C'est ça, elle est partie au cégep de Saint-Jérôme. Fait qu'à ce moment-là, je me retrouve tout seul dans ce pique-nique-là, si tu veux. Fait qu'à partir de là, c'était un peu plus difficile, mais tu sais, là, je me fais des chums. J'essaie de chercher de l'attention un peu partout. Puis, il commence à fumer. J'ai été chercher ça. L'alcool, c'était présent dans ma vie. Fait que j'ai essayé ça. Tu sais, du binge drinking, en vomir. Puis là, tu sais, ça a commencé à décoller un peu, là. Mes notes à l'école ont planté. Passais juste. J'ai fait mon secondaire 5 en passant juste. Sans doubler, mais en passant juste. Mais c'était une époque où c'était plus comme des vendredis, samedis, ou c'était déjà quelque chose qui devenait quotidien, je vais te rapidement? dire, le pote, je suis arrivé une couple de fois gelé dans le cours, que les professeurs me demandaient comment ça, j'avais les yeux rouges, puis etc. J'ai broyé, ou Ouais. C'était pas super. Mais le binge drinking de fin de semaine, oui, ça c'était en vomir, puis à m'enrouler par terre, là, puis même que je sais même pas si j'ai pas fait des cours ici, que ça m'en apercevoir, là. Fait que c'est ce bout-là un peu que je vis plus jeune. 17 ans, je commence à travailler dans une discothèque à Valleyfield, la plus grosse discothèque. C'était une belle discothèque, la Pamalou. C'était renommé comme une des plus belles discothèques dans la province. Encore là, j'aime l'alcool, mais à un certain point que j'en bois trop puis je supporte pas. Fait que la coke s'est introduite dans ma vie. OK. Ligne de coke, tabarnak. Je suis capable de boire 2 fois plus, là. Moi, ma drogue de choix, c'est l'alcool. Là, ça n'a pas. Voyons donc, je suis pas soulable. Le match est parfait pour moi, là. Il est parfait. Puis je comble un peu le gars insécure, malgré que j'ai une façade. Tu sais, je joue un jeu. J'ai une façade que j'ai du fun, puis blablabla, mais tu sais, je suis gêné avec les filles. Puis, tu sais, Dis-moi si je me trompe, mais c'est ça. Tu sais, en extérieur, t'es un gars quand même qui dégage une certaine cool, confiance, mais ça. en dedans, t'es encore le petit cul qui est un peu bardassé, qui est un peu intimidé, qui est un peu laissé de côté. Ce petit gars-là, il est encore là. Il est en dedans. Tu sais, à l'extérieur, tu peux jouer ça. à ça avec tes chums, avec les gars. Exactement. Mais quand ça aller jaser avec une fille, Exactement. La coke enlève tout ça. Ouais. La confiance dans le ouais. plafond, puis là, ça part, là. Ouais. Ça part, puis c'est le fun. Mais encore là, tu sais, là, je te le dis avec du recul. Si tu m'avais demandé ça à 17 ans, je te dis, j'ai pas de problème, moi, ça va bien, puis j'ai du fun. Il y a une affaire qui est... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. C'est quelque chose qui arrive souvent, je sais, je reçois les messages. Non, mais moi, je les reçois, je les entends, mais gars, c'est ça. C'est ça, le podcast. Parce que tu as dit une affaire, puis c'est une affaire que j'ai entendue souvent, puis c'est une affaire que je peux agree, puis en même temps, c'est que je veux que les gens réfléchissent à ça. Parce que, tu sais, Chris, si c'est populaire, la coke, puis s'il y a autant de monde qui s'accroche à ce dope-là, on va se le dire, elle est le fun. C'est le fun, la coke. Elle est le fun en tabarnak. Ben, Chris, oui, elle est le fun. Puis, tu sais, je dis pas ça justement pour que le monde en fasse, parce que c'est justement que je veux aller là. C'est que oui, elle est le fun. Oui, elle est le fun, mais elle est addictive. C'est ça. Solide. Puis, c'est une drogue qu'on s'en rend pas compte quand on devient addict. C'est ça, tu sais, comme l'héroïne, mettons que c'est un besoin physique. Si t'en as pas, t'es malade physiquement. La coke, c'est tu t'en rends pas compte que ça devient un problème. Puis quand tu t'es rendu compte que c'est un problème, il est trop tard. C'est ça le problème, parce que tu as trop de fun. C'est vraiment une drogue qui est le fun. C'est une drogue qui t'amène bien des affaires. C'est une drogue, tu sais, ça serait le fun de dire, on peut-tu juste prendre une ligne de temps en temps, puis, tu sais... Il y en a qui arrivent à le faire, puis tant mieux pour eux autres, mais puis là, écoute, je sais qu'il y en a qui vont m'écouter, là. Tu sais, c'est pas le message que je veux lancer, là, mais, tu sais, si on part d'un consommateur, on oublie là, le gars de justice. Là, on va le voir plus tard, ce gars-là. Si on part du gars qui était consommateur à ce moment-là, ma vie devient le fun. Parce que je viens de la patcher. Je sais pas comment patcher ma vie. Je ne sais pas comment pallier au manque que j'ai. Je sais pas comment pallier à mon manque de confiance, mon manque d'attention, etc. Je le trouve là. Parce que là, j'ai plus de gêne. Je viens de la casser. Puis je suis capable de boire ce que j'aime. Fait que tout est mis ensemble pour faire comme... Mais tu sais, je veux dire, t'es un spécialiste des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, puis on va se le dire, c'est assez rare qu'une personne tombe dans la consommation qui a pas... Sans même que la personne ne va pas nécessairement s'en rendre compte, mais c'est des plasters sur des bobos, sur des issues, sur...
Là, regarde, on va tantôt. Il n'y a là, pas un consommateur qui tombe je fais juste là-dedans une pour parenthèse. plaisir. Juste une parenthèse, chose d'étape, mais on va y revenir tantôt. Là. J'ai fait une thérapie, puis en thérapie, là, la question qui m'a tué, mais qui m'a aidé beaucoup, c'est quand mon intervenante me dit pourquoi tu te gèles? Puis elle me dit, moi, j'y réponds, pour avoir du fun. Elle dit, pourquoi tu n'as pas de fun sans dope? Là, à ce moment-là, j'ai pas pu y répondre. J'ai pas pu, mais elle dit, je veux pas que tu me répondes non plus. Elle dit, je veux que tu ailles t'introspecter là-dessus. Pourquoi tu n'es pas capable d'avoir du fun sans te geler? Parce que c'était un peu ça. C'était un peu ça. Ça palliait à un fun, ça palliait, comme j'ai dit tantôt, à une assurance que j'ai pas. Pourquoi que je suis pas capable d'avoir, ce bout-là? Comment ça se fait que moi, ça me prend de la dope puis ça me prend de l'alcool pour avoir ce bout-là? On peut revenir en arrière. Puis, mais tu sais, le pire, c'est que tu es là-dessus, mais tu sais à quel point, je pense, quand tu rentres en thérapie, tu sais, tu peux dire pourquoi tu gèles pour le fun. À la fin, si tu étais rendu en thérapie, tu devais plus en avoir du fun. Ça aussi, là, mais on se dit qu'on a du fun. Non, mais je vais dire ça. On va se rendre, ouais, on va se rendre là. Fait que, tu sais, à 17, fait que c'est ça. Fait que là, tu découvres ça qui est. Le Graal. Là, exponentiel. Puis écoute, ça a duré une couple d'années, puis ça va, d'après moi, quand même assez bien. Sauf que là, tu sais, là, encore là, je prends du recul. Là, je te le dis en regardant ça là, de haut aujourd'hui. Tu sais, mais je me ramassais pas d'argent. Je me plaçais pas. Tu sais, les études, c'était terminé. J'ai jamais rien complété. J'avais mon secondaire 5, tu sais. Mais sauf que là, c'était des jobs de bar, puis c'était des jobs de vente de dope, puis de vente de sacs sur le coin, puis des choses comme ça qui faisaient en sorte que je suis capable de vivre. Mais jamais rien à créer quelque chose que tu peux t'amener une sécurité ou bien que tu peux être fier de toi. T'avançais pas. J'avance pas. J'ai stagné pendant 30 ans. J'ai commencé à me doper à 17 ans. Ben, j'ai fumé un peu avant, mais je vais te dire, là, bon, j'ai commencé sérieusement à me doper à 17 ans, jusqu'à temps que j'aille en thérapie à 47 ans, à 48 ans. Je me suis dopé pendant 30 ans, puis j'ai stagné pendant 30 ans, malgré que je me suis débrouillé dans ces 30 ans-là, malgré que je me suis fait une vie. Tu sais, j'ai eu ma fille, j'ai été avec la mère de ma fille pendant 20 ans de temps. Tu sais, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Tu sais, malgré que ça allait plus ou moins bien, tu sais, je me suis quand même démarqué à me débrouiller avec tout ça, avec tout ce manque-là, puis avec cette dope-là. Même qu'à un moment donné, mais tu sais, là, je me reporte, on était rendu à 17 ans. Ouais. Fait que jusqu'à 26 ans, avant que je rencontre la mère de ma fille, c'est un peu cette vie-là que je mène. Tu sais, tu disais, on ne rentrera pas trop parce que c'est ça, tu me dis que tu as fait des fêtes de semaine, tout ça, mais il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas été arrêté. Tu te dis vente de dope, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est ça parce qu'à un moment donné, c'est une façon de te faire de l'argent parce que la consommation est trop pour le salaire que tu arrives à faire dans un bar. Fait que là, vu que tu travailles dans un bar, ben là, tu as un accès à une clientèle où ce que tu peux. Puis on va toucher du bois parce qu'à la fin, je vais te dire, dans les dernières années, écoute, j'avais de l'argent puis de la dope chez nous qui n'était pas à moi. Là, je faisais un pourcentage dessus. Tu sais tout comment est-ce que ça marche. Là. Fait que je faisais pas des millions avec ça, mais j'aurais pu me faire en 30 ans pour une petite bout. Puis tellement que j'en paranoïais, là. J'étais rendu que je couchais dans la chambre de ma fille avec ma fille parce que j'avais peur de venir me faire déloader ou j'avais peur qu'il se passe quelque chose. Puis ma fille, ça a toujours été mon phare là, depuis qu'elle est née. Puis je pense que c'est elle qui m'a tenu à aller. C'est sûr qu'il faut le faire pour nous-mêmes. Mais je ne sais pas si ça n'avait pas été là, comment est-ce que ça se serait déroulé. Ça a été la... Elle m'a tenu parce qu'on a une relation fusionnelle, moi et ma fille. Puis ça a toujours été. Puis même que la mère d'Osaka, c'est ma fille. La mère d'Osaka. Osaka, c'est un beau nom. Oui, je l'ai tatoué ici en plus. Ben, Osaka. Là, tu vas trouver ça drôle. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quel âge que tu as? 42. 43 dans les prochains jours. Tu te rappelles-tu de la série Tribu.com avec Caroline Néron? Mais ça fait des lustres. Oui, bon, très bien. Ça, c'était une agence de mannequins. Puis la propriétaire de l'agence de mannequins, sa petite fille s'appelait Osaka. OK. Là, écoute, je suis pas... ben, ma blonde écoutait ça. Je me souviens de Caroline Néron dans ces années-là, là, mais j'étais pas mal adolescent, fait que oui, je m'en souviens, mais... Mais ce bout-là, on se demandait comment baptiser parce qu'on savait qu'on avait une fille. Puis on se trouvait pas des noms qui nous plaisaient aux deux. Puis je fais comme, crime, c'est cute, ça. Puis ça sort de là. C'est pas parce que c'est la ville. On s'est informé parce qu'on s'est dit, ça veut dire quoi, Osaka? Ça veut dire la grande pente. Fait que on s'en sacré. C'était correct. Fait que, oui. Fait que, tu sais... Ben, écoute, excuse-moi, je t'inquiète, parce que tu dis la grande pente, puis tu sais, moi, je vois comme ton cheminement, quasiment. Ben, tu dis que c'est ton fort, puis Chris, il a fallu que tu montes une pente oui. solide pour te... Tu sais, puis c'était elle, dont le drapeau en haut qui t'a Ça a aidé, toujours été ça qui m'a tenu. Puis, même que la mère d'Osaka s'est sentie tassée, elle me l'a dit plus tard, qu'elle ne pouvait pas jouer son rôle de mère parce que je prenais trop de place. En tant que père et mère, je faisais les deux. Puis, dans ce qu'on a convenu à ce moment-là, vu que je faisais
jobs de marde, des jobs de dope, puis de beurre, puis tout ça, que c'est moi qui resterais à la maison, qui ferais le congé parental, tandis qu'elle retournait travailler. Elle retournait travailler 1 mois après avoir accouché. Fait elle l'a dit plus tard que c'est senti tassé. Elle dit pas que tu n'en prenais pas bien soin. Elle dit pas que. Au contraire, elle dit que tu étais un père extraordinaire. Mais elle dit. Ce qui est fou, étant donné que tu me dis que tu consommais quand même pendant cette période-là. T'sais. Mais là, c'est ça, parce que là, tu m'es arrivé jusqu'à 26 ans où tu as rencontré cette femme-là. Ouais. Fait que c'était. Mais tu sais, à quel point, je veux dire, ça a pris une tournure de 17 à 26, il y a quand même 9 ans. T'sais. Fait que tu as eu vraiment une escalade de la consommation vraiment intense. De 17 à 26, ça a resté quand même assez stable, mais qui était quand même assez élevé. C'était surtout les fins de semaine. Vendredi, samedi, etc. Discothèque, bien, vendredi, samedi. Discothèque était ouverte du mercredi au dimanche. On était pas mal. Il me restait 2 jours pour me reposer, puis c'était un peu ça. C'était quand même. C'est excessif, là, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est parce que c'est moins pire qu'à la fin. Là. C'est pour ça que je te dis. Non, je comprends. Mais c'est pour ça que je veux avoir un peu, pour voir l'échelle, elle s'est rendue jusqu'où. Mais là, je rencontre Sophie. C'est sûr que Sophie était antidope au total. Fait que j'en faisais. J'ai été peut-être quelques mois, peut-être 1 an ou 2, à en faire presque pas à la rencontre de Sophie, sauf que je me saoulais pareil. Relation, tu sais, là, je reproduis là, ce que j'avais à l'enfance. Relation houleuse, le père, il n'y a pas encore d'enfant, mais l'homme de la famille qui se saoule, ma conjointe qui est plus ou moins fière à propos de ça. Tu sais. Qui regrette un peu ses choix. Tu vois le pattern là, qui revient encore. Puis, malgré cette relation houleuse-là, tu vois, quelques années plus... on est déménagé à Toronto parce que j'ai fait un cours de programmeur analyste. Tu sais, il y a eu... Je peux te compter des parties de ma vie. Je peux passer 1 heure sur Toronto, puis on n'en viendra pas à bout. Mais tout ça pour te dire que cette relation-là, on a tellement essayé de choses parce qu'on ne se sentait pas bien, je pense, encore là avec du recul, que, ça s'est terminé à un moment donné. Là. Mais sauf qu'Osaka est venu. Fait que quand Osaka est arrivé, encore là, diminution de consommation. L'alcool t'a slacké pour être en mesure. Pour être en mesure. J'avais même fait un deal avec ma conjointe à ce moment-là. Quand moi, je voulais pas qu'elle boive. Tu sais comment est-ce qu'on est grave, hein? Je me saoule, je suis alcoolique, je me gèle. Mais tu peux pas boire pendant que tu es enceinte, la grande. Là, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, j'ai quand même eu une légère introspection en disant, c'est correct, je vais l'accompagner. Fait que j'ai pas bu pendant ce temps-là. Je pense que j'ai bu 1 fois en voyage, puis elle m'avait dit c'était OK, puis on s'est pogné noir. On avait été en voyage au Costa Rica. Ma soeur avait un bed and breakfast là-bas. Puis... Comment tu l'as géré, ce 9 mois-là? A-tu été facile ou... Il n'a pas été facile, mais il n'a pas été difficile. OK. Il était correct. Mais en même temps... Parce qu'il y avait une petite motivation qui grandissait dans le ventre de ta Puis en même temps, on n'avait pas le même train de vie. C'est-à-dire qu'on aimait beaucoup recevoir. On recevait pas, plus ou moins pas, parce qu'elle était enceinte. Parce qu'on avait convenu que, si on reçoit, puis tout le monde... Une bouteille qui pop, un autre bouteille qui pop. C'est ça. Rien qu'une, puis finalement, tu finis la soirée, t'en as vu 4. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, ce bout-là, ça a quand même été correct. Je pense pas que ça a été difficile, mais pas facile non plus parce que la soif revenait. Là, mais la relation, était-tu quand même mieux étant donné? Correct. C'était correct. C'était correct. On a... tu sais, en 20 ans, là, on a connu des bons moments, là, mais jamais des périodes... Même là, je vais te dire, on était un couple solide, mais on était des amis solides. Tiens, on était des amis solides. Tu sais, côté relation, ça allait bien aussi, tout ça. De dire des amoureux à côté, je pense pas. On l'était peut-être un petit peu au début, des hauts, des bas, mais on est encore des amis aujourd'hui. Là. Des bons partners. Vous avez été quand même des partners. Tu sais, oui, c'est ça. Puis je pense que là, mais quand elle écoute le podcast, ça va être bien d'accord avec ce que je dis. Là. J'espère. Mais c'est ça. Fait que là, tu l'as pas nommé, fait que t'es correct. Là, tout le monde va savoir c'est qui pareil, mais bref. Tu sais, là, je suis rendu là, Osaka année. Fait que là, on tombe dans un autre problème, là. Tu sais, puis moi, la plupart, puis je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des gens qui ont de la misère avec la dope, c'est des dépendants affectifs aussi. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais on est tous là-dedans. Fait que là, je tombe dépendant de ma fille. Fait que là, je suis comme un pitbull, approchez-la pas. Puis là, t'es fin vingtaine, je me doute, peut-être. Non, je suis rendu aîné, j'avais 34 ans. 34 ans, OK. Fait que ça faisait une bonne couple d'années, vous étiez ensemble. Oui, fait que j'ai commencé à sortir avec Sophie, j'avais 26 ans. Fait que ça fait 8 ans qu'on était ensemble. OK. Puis justement, Sophie me l'a dit plus tard qu'elle hésitait
Parce que moi, je voulais avoir... Sophie c'était correct. Ça, il tentait d'avoir des enfants, mais ça ne pressait pas, puis c'était pas une nécessité à 100 non plus. OK. D'avoir un enfant, c'était correct. De ne pas en avoir, c'était correct aussi. Moi, j'insistais parce que j'avais le goût d'avoir un kid. Puis, elle me l'a dit qu'elle hésitait longtemps à cause de mon mode de vie. Que C'est ça ne savait ça, pas ce qui se passerait. T'as pas tant décidé d'avoir des enfants, plus des avoir avec toi qui n'étaient pas sûrs. C'est ça. C'est en plein ça. Fait qu'à un moment donné, ben, elle a acquiescé, puis elle a arrêté de prendre la pilule, puis ça n'a pas été long. On tombe enceinte. On était en Ontario à ce moment-là. Puis, on a décidé de revenir au Québec parce qu'Osaka est né en 2002. Fait qu'au début de l'année 2002, on a redéménagé dans le coin parce qu'elle voulait être proche des grands-mères pour avoir le soutien des grands-mères et tout ça. C'était correct. Là, j'ai un autre crash. C'est-à-dire que j'avais étudié comme programmeur analyste. Je m'en viens au Québec 5 ans après mon diplôme. Je travaillais là-bas, j'avais une bonne job. J'envoie mes CV un peu partout, puis tout le monde me dit « Maudit beau CV, le grand, mais t'es en arrière de 5 ans, parce que ça évolue beaucoup, tu sais, en informatique, puis tout ça. » Je me retrouve encore au point où ça va me prendre de l'argent. J'ai une fille qui s'en vient. J'ai une femme à faire vivre. Bien, elle aussi est capable de travailler, mais je veux dire, il faut que j'apporte mon eau. Aujourd'hui, Faut que j'apporte mon eau au moulin, c'est ça. Fait que faut que j'apporte mon eau au moulin aussi. Fait que là, tu sais, tout ça mis ensemble, retourne travailler dans les bars. Retourne travailler dans les bars. Consommation, le goût de prendre la coke, on repart. Puis Sophie, elle était... Bon, j'ai nommé son nom. Elle était un peu plus lousse à ce moment-là de me laisser aller là-dedans. Puis, mais là, c'est parce que côté fierté, côté rapporter de l'argent, c'était pas là. Fait que là, je fais comment? Parce que tu faisais de l'argent, mais là, si tu recommences à consommer, il y en a plus qui t'entassent plus tant que ça de côté. Là. Fait que c'est là que je tombe dans la vente. C'est là que je tombe dans le brasser un peu plus large. Puis on pense toujours qu'on va atteindre, qu'on va être le gros caïd, puis que c'est nous autres qui va rouler à la province, puis qu'on va faire des millions par mois, là, puis ça arrive jamais. Là. Je te le dis, là, c'est très rare que ça arrive. Là. Fait que on a toute cette aspiration-là quand on tombe là-dedans. Je fais juste assez pour être capable de vivre, puis ma consommation en même temps. Et là... Ton ex est consciente de tout ça, tu ne caches rien. Là, non, elle est au courant, mais il y a de l'eau qui rentre au moulin. Fait que là, en même temps... Elle ne trippe pas, mais elle trippe sur l'argent, mais elle ne trippe pas sur comment est-ce que l'argent arrive. Elle trippe pas tant sur l'argent, mais elle trippe tant qu'on arrive. Façon de parler, là, pas genre à make it rain. Là, c'est plus comme au moins Chris, on vit, puis on vit correct grâce à ça. C'est en plein ça, j'amène mon apport. Puis là, encore là, des essais de... Tu sais, quand tu le sens pas, puis quand tu fais pas les bonnes affaires, là, on a essayé un dépanneur, j'ai fait faillite avec le dépanneur. Tu sais, plein d'affaires qui mal guidées dans ma vie, mal dirigées, mauvaises décisions, parce que j'ai pas la tête à ça. Parce que, encore là, avec du recul, parce que là, j'ai travaillé en toxicomanie. C'est pour ça que je te réponds ça. Encore là, cette journée-là, j'aurais pas pu te dire qu'est-ce qui se passe. T'sais. Je t'aurais dit ça va bien, puis je vais faire de l'argent, puis ça sera pas long. Puis... Là, tu sais, je me suis cherché, puis je me suis tellement cherché que je me suis perdu. Pendant toutes ces années-là, je me suis jamais senti sur mon X. Sans être totalement malheureux, mais sans être heureux non plus. Je ne sais pas si tu remarques depuis le début, je me trouve toujours dans une zone grise dans tout ce que je te compte. Puis je pense que ça a été ça, ma vie, d'être dans une zone grise tout le temps. Drabe. Tu sais, pas d'arc-en-ciel, mais pas terne non plus. Tu sais, c'est plate. Pas de haut puis de bas. Fait que je me cherche encore, puis je me cherche. Éventuellement, c'est sûr que là, le couple a pété, ça va plus bien. Ma fille va pas bien parce que, justement, on est fusionnel. Elle voit un psy, on ne sait pas pourquoi. Elle a des problèmes. On sait plus tard que c'était relié à moi parce qu'elle est inquiète de ce que je vivais. Séparation. Je viens de reproduire la même affaire que j'ai vécue, moi, dans ma jeunesse. Là. Tu vois, je suis fébrile un peu là, parce que quand je parle de ma fille et de ces choses-là, j'ai de la misère. Okay? Il n'y a aucun problème, man. Si tu prends ton temps, si tu as besoin de prendre une petite puff d'air entre deux phrases, il n'y a pas de trouble. J'ai de la misère parce que quand je parle de ma fille, je pense que j'ai un peu fucké son adolescence dans mon mode de vie. Elle est consciente de ce que tu fais, consciente de qui tu es à ce moment-là? Je pense que oui, mais elle le cache. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'elle a commencé à consulter un psy, parce qu'elle ne voulait pas m'en parler, parce que de peur de me faire plus de peine. De peur de me faire plus de peine, puis que ça dégénère. C'est pour ça qu'elle ne nous en parlait pas. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a commencé à consulter.
la DPJ qui rentre. Ils sont juste rentrés pour nous questionner, une couple de rencontres. Ils n'ont jamais pris le contrôle de rien. Mais j'ai pogné la chienne, ils ne m'enlèveront pas ma fille, là, c'est pas vrai. Mais encore là, on est cave en consommation, là, parce que j'arrête pas ma consommation encore là. J'ai la chienne de part de ma fille, puis je fais rien. Fait que c'est fort la conso, c'est fort. Puis comment ça se fait que je fais rien? Puis je m'en veux de rien faire, puis je m'en veux que ma fille aille pas bien. J'arrête pas, tu sais pourquoi. Mais parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui est juste occupée à ça, Ben oui. qui pense rien qu'à ça. Fait que tu peux pas, tu peux pas focusser sur rien quand tu as toujours une partie de ton cerveau qui est Chris, une bière, si ça me prend une bière, une ligne, Ah ça oui? faudrait. Même si, mettons, tu te gèles pas avant telle heure ou tu bois pas avant telle heure, mais ton esti de cerveau, lui. Il attend l'heure. Tu sais, moi, je connais quelqu'un là, de proche, là. Lui, il ouvre jamais sa première bière avant 8 heures le soir. Parce qu'il sait, quand il en ouvre une, c'est fini jusqu'à temps qu'il se couche. Fait qu'il ouvre jamais sa première. Mais toute la journée, là. C'est pas Il dans pense. sa tête, là. Mais il y a une partie. Oui. C'est sûr qu'il y a une partie de son cerveau toute la journée qui pense à son esti de bière à 8 heures, par exemple. T'sais. Fait que tu peux pas être focusé sur rien dans la vie quand il y a une partie de ton cerveau, Ça même marche s'il n'est pas pas. gelé, tu y penses quand tu vas être gelé. Moi, t'sais. c'est souvent, quand que je parle là, à mes résidents en thérapie, je parle du mode de consommation. Le mode de consommation, je le dis, c'est que tu n'es pas nécessairement gelé. C'est que tu es dans un mode de vie de consommation. Puis, même si tu arrêtes de consommer, il faut que tu fasses quelque chose aussi pour pallier à ça. Tu peux pas juste dire j'arrête de consommer, je suis bien. Non, parce que tu patchais, là, avec ta consommation, tu patches à quoi, là? C'est ça qu'il faut que tu vois aussi. Le podcast est aussi une présentation Mindblow. Mindblow, compagnie québécoise de Sam Baudry. Sam qui est déjà venu faire le podcast au Parloir, épisode 20. Sam qui a aussi le podcast Pas ordinaire auquel j'ai participé. C'est quoi Mindblow? Mindblow, c'est une boisson énergisante, mais avec des nootropiques dedans. Ça, ce que ça fait, c'est que ça te donne un kick qui va durer plusieurs heures sans te défoncer la patate. Fait que c'est super le fun. En plus, ça t'aide à rester focus, puis ça aide la concentration. Ça goûte bon. C'est disponible dans plein de places, entre autres chez les shops santé. Sinon, tu vois le site Internet en ce moment. Sinon, description YouTube, tu as tous les liens. Mais si tu l'achètes directement sur leur site Internet, code promo Parloir, 10% de rabais. C'est bon, c'est beau, c'est efficace. Puis en plus, il n'y a pas de sucre. Fait que pour les gars de gym, c'est excellent. Pas de calories, bon goût, bon kick, Mindblow, nootropique. Check ça. Quand on se sépare, je me ramasse avec la garde partagée. Ça dure peut-être quelques mois. Je m'étais promis que ma semaine, je ne consommais pas pendant que j'avais ma fille. Ça n'a pas toffé. Encore là. C'est vraiment de la merde. Sans la laisser seule, des fois, j'étais chez le voisin à 2 maisons. Seule, pareil, dans l'appart. C'est un ado, là, elle a besoin d'encadrement, puis elle a besoin d'amour, puis elle a besoin de... Je suis pas loin, là, appelle-moi, puis je vais m'arriver. Là, c'est de la merde. Encore là, pas capable de me réveiller de ça. Parce que tu ne veux pas consommer devant elle non plus. Tu ne veux pas Pas consommer consommer avec. devant Mais pas avec elle, genre quand même. Puis je me rappelle, là, j'ai des souvenirs, là, c'est fou, là, parce que je veux pas qu'elle consomme, mais j'ai besoin de consommer. Je vais à l'épicerie à 2 coins de rue, puis je me binge là, des poppers, là, j'en bois 6-7, là, je les cale, là, tellement que j'en vomis sur le bord de la rue, puis après ça, je rentre dans la maison, j'ai mon boss, puis je suis correct. Là. C'est fou ce que c'était. Là, je suis rendu, je commence à être rendu dans le plus élevé. Là. OK, ça fait que tu t'en vas, mettons, à pied au IGA, puis entre les IGA et chez vous, tu cales à côté parce que tu veux ton buzz, exact. mais tu veux pas que ta fille te voie en train de boire. Exactement. OK, ouais, non, c'est quand même quelque chose. Là. C'est quelque chose, hein? Quelque chose, puis c'est sûr que là, je me fais une ligne pour réétablir le tout. Fait que pour pas avoir l'air trop sous devant ta fille. That's it. Puis après ça, je parle de ligne. Les speeds sont arrivés dans le marché, là. Là, que ça te coûte trop cher. Prends des speeds à la place, là. Prends 3 speeds, puis ça fait l'effet de... Même si c'est de la merde, là, ça coûte pas mal moins cher, puis ça fait l'effet d'un gramme de coke, là. Fait que, tu sais, tout ça, c'est rendu que là, il n'y a plus rien que ça dans ma vie, là. Puis, encore là, les 2 dernières années, là, avant de rentrer en thérapie, là, je n'étais plus bien ni en consommation, ni à jeun. Je pense pas que consciemment, j'ai voulu disparaître. Encore là, heureux que ma fille soit là. Inconsciemment, avec la consommation que je prenais, c'était de la dynamite, là.
Puis je sais pas comment est-ce que ça se fait que mon corps a réussi à supporter ça. J'ai tout dit à mon doc. Puis mon doc, il me dit, fais attention, ça n'a pas d'allure. Tu vas péter du cœur, tes reins, ton foie, ça ne marchera plus, là. Il y a quelque chose qui va te décoller, ça n'a aucun bon foie sens. aussi. Le foie. Ça n'a aucun bon sens. Puis, anecdote, il y a une année, je fais mon examen annuel. Puis il me dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ton foie, il est rose comme le foie d'une jeune fille de 16 ans, je comprends rien. Tu as le foie en santé. En même temps, je reçois un chèque de 10 000 qui arrive de nulle part parce que j'ai travaillé à Goodyear avant à Valleyfield. Puis ils ont fermé le fonds de pension, ils transféré ailleurs. Ils m'ont pas rejoint. Le chèque arrive parce que à l'ancienne adresse de ma mère. Il a fait 2-3 adresses. Puis le doc, il me dit que je vais bien. J'ai reçu un chèque de 11 000. Ça a été la dernière dérape. Ça a duré 3 mois. Là, ça a été excessif. Ça a coûté 11 000 Ça a coûté 11 000 Là, ça a été fou. Puis, le monde de la toxico, là, on dirait que ça nous prend ça. Il faut se river le nez. Quand tu es rendu à un point où tu ne gères plus ta consommation, il faut que tu te rives le nez. Puis des fois, tu te le rives pas assez fort, faut que tu te le rives 2-3 fois. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est juste l'argent qui a fait no limit? Ou, parce que, je veux dire, à quel point, tu avais, c'est dur, c'est weird à dire, mais tu avais une consommation régulière, qui t'a. Là, c'est sûr qu'on ne rentre pas dans chaque dérape que tu as eu, là, mais y a-t-il une raison, dans la vie, ta femme, c'est tout qui est revenu en même temps? Puis... Bien, tout est déjà là. Tout est déjà là. J'étais malheureux de ne pas avoir ma fille à tous les jours. J'étais malheureux de faire subir à ma fille la vie que je menais. Encore malheureux que je travaille dans un bar, dans un resto, puis que j'ai pas de vie. Que tu n'as pas avancé. Tu te sens, j'ai pas avancé. Tu te sens poche, tu te sens loser un Je peu. me sens rien. Je suis en mode loser, exactement. C'est vrai de ça. C'est pas moins que ça. Je suis loser. J'ai pas de vie. Je me suis pas créé de vie. Puis là, je suis rendu, j'ai 47 ans. Là. Je me suis rien créé. Là, puis, quel futur que je donne à ma fille? Quel héritage? Pas nécessairement monétaire, oui, un peu. Mais en même temps, quel héritage d'y montrer comment est-ce que ça se passe la vie, quelle figure, puis quelle valeur que j'amène, puis tout ça. J'amène rien. Je fais juste l'encadrer du mieux que je peux, puis encore là, l'encadrement que je donne, c'est pas si... C'est mal l'encadrement que tu as eu, finalement. Heureusement, oui, c'est ça. Heureusement, ça a déboulé assez vite. C'est-à-dire que de la séparation, là, on est revenu, moi et Sophie, 2-3 fois là-dedans. Okay. Fait qu'on ne s'est pas vraiment séparés, mais de la vraie séparation, jusqu'à ce que je me ramasse en thérapie, c'est 3 ans, 2 ans. Okay? Fait que ces 2 ans-là, il a vraiment déboulé. Okay? Il a vraiment déboulé parce que j'ai pas pris la séparation. Je vois pour ma fille 1 semaine sur 2. Puis là, je suis tellement moralement encore dans ma zone grise, puis un peu plus bas, je vais te dire, que là, quand tu arrives, ton foie est correct, tu reçois 11 000, ça fait comme, j'ai pas bien la dérape que je vais prendre, puis elle me tentait, puis il me semblait ça, niaiseux à dire, mais ça avait l'air cool, puis ça avait l'air le fun, puis ça avait l'air comme, on va en faire une tabarnak qui créeront pas ça. Mais c'est parce que ça fait des années, mettons, que tu n'as envie, mais que tu te limites à cause de l'argent et de ta vie. Exactement. Là, tu n'as comme pas de limite pour le moment. J'ai pas ma fille, j'ai du cash, je peux y aller all-in. J'ai pas besoin de me retenir. J'ai rien qui me retient. Exact. Et en plus, le doc vient de dire que tu es en shape. C'est fou, hein? C'est fou. Fait que ça ressemble à quoi? Mais tu dis que ça a duré 3 mois. Tu avais quand même ta fille 1 semaine sur 2 dans ces 3 mois-là. Oui. J'essayais encore du mieux que je pouvais de l'encadrer. Je consommais moins cette semaine-là. Sauf que là, tu sais, ma fille a, à ce moment-là, 14 ans, puis je travaille dans les restos-bars, puis je l'emmène là. Tu sais, je devrais pas. C'était quand même pas si pire. C'était quand même une place... avant de frapper le 10 h le soir, c'était quand même assez familial. Fait que, tu sais, il y avait des enfants aussi, c'était un resto-bar. Fait que... Mais bref, ça me voyait aller. Ça me voyait sur le party, pareil un peu. Là. Puis, tu sais, quand j'y pense, c'est pas des moments joyeux, mais je pensais à ce moment-là encore avec du recul que j'étais heureux. Tu sais, puis je pensais que ma fille, elle me trouvait cool parce que je l'emmenais là, puis tout ça. Pas sûr que ça tripait tant que ça. Là. Ouais.
Je te pose la question, tu sais, quand tu es dans cet état-là, dans party, je le mets entre parenthèses, là, mais t'es-tu agréable, t'es-tu désagréable, t'es-tu loud, tu prends de la place, t'es gossant, tu sais, Ah, c'est que je suis gossant. Écoute, j'ai une grand gueule dans la vie. tu tapes ses nerfs, là, tu gosses, là, tu Je sais, me tape genre. ses nerfs moi-même. OK. Oh, oui, c'est sûr. Je suis pas le gars qui va provoquer. Hey, si je me suis battu 3 fois dans ma vie, c'est beau, là. Je suis pas le gars qui va provoquer. Je suis tannant, je suis gossant. T'es gossant. Sauf que je suis capable de percevoir que la personne n'a assez, puis je vais arrêter. Là, tu sais. OK. Mais sauf que je suis loud, je prends le plancher, mets pas un karaoké, j'ai le micro toute la soirée. Tu vas me voir, c'est sûr que tu vas me voir. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, mais pour le mieux. Mais C'est pour c'est moi, plus le parce fun. qu'à un moment donné, c'est parce que C'est t'es ça. conscient. Exactement. Parce que t'étais pas à l'époque, parce que t'es pas toute ta tête, fait que t'es pas conscient à quel point Exactement. t'es bouillant. Une des raisons pour laquelle je ne consomme plus moi-même, c'est ça. Parce que Ah. sacrément que je tape ses nerfs de On tout le est monde. tannant. Ah, C'est qu'on est gossant. c'est ça. Mais non. Excuse-moi. Pas trop. Puis il y a quelque chose qui s'est passé pour que tu te retrouves en thérapie. Bon, là, à ce moment-là, dans ces 3 derniers mois-là, dernière fin de semaine, on se rapporte à la dernière fin de semaine de mai 2016. C'est précis, hein? Je m'en rappelle en esti. Je suis parti avec un autre gars, c'est une dérape de. Justement, je suis à la fin du chèque. C'est une dérape de 3-4 jours en Estrie. J'étais en train de perdre ma job que j'ai là. On venait d'ouvrir une brasserie à Valleyfield. J'avais aidé le gars, le propriétaire. Je suis juste son helper, puis je suis juste en charge de la cuisine. J'ai pas de part là-dedans. Mais tu sais, j'ai pris part à ça. Mais t'es investi. C'est ça. Puis ça fait 2 jours que je rentre pas. Je suis à galère là-bas. Puis là, il me dit, Chris, tu rentres pas, on va en mettre un autre. Là. T'es mon chef cuisinier. Je peux pas rouler pas de cuisine. Là. Fait que l'autre qui, bon, on est sur la brosse tous les deux. J'ai déjà pas de permis de conduire parce que je l'ai perdu 3 fois. Je prends le truck pareil, puis je m'en reviens. Tu l'as perdu pour alcool. Oui. OK. 3 fois? Ben, je me suis fait arrêter 5 fois. Il y a 2 fois. Il y en a une que j'ai réussi à passer pour conduite dangereuse parce que j'avais un bon avocat. Puis la dernière, ben, je me suis poussé. Je me suis ramené le lendemain. Fait qu'ils n'ont pas pu prouver que j'étais en état d'ébriété. La dernière dérape que je suis en train de te compter. Sauf qu'ils m'ont donné une conduite en interdiction de conduire parce que j'avais pas de permis. Mais bref, je me suis endormi. Fait que j'avais un F-150. Heureusement que j'avais un F-150 parce que j'ai coupé en deux une grosse pancarte là, en aluminium. Là. Tu sais, les pancartes pour annoncer la prochaine sortie, il y a 2 gros bâtons d'aluminium. Je l'ai coupé en 2. Là, ça m'a réveillé, évidemment. Sauf que puis j'ai tout défoncé le devant du truck, mais il roule encore. D'après des témoins, j'ai roulé 7 km et demi sur Trois-Hauts parce que là, j'avais la chaîne, je voulais aller cacher le truck. Mais à un moment donné, j'ai pris une sortie, puis en ralentissant, le truck, il a jamais, veut pas. Fait que j'ai été. Je me suis caché dans le fossé, mais en grand criminel, j'ai tout laissé mes cartes dans le truck. Fait que je me suis caché dans le fossé 4 jours. Je me suis endormi. Je me suis réveillé 6 heures après, il n'y avait plus rien. Tout était ramassé. Police, plus rien. Je me réveillais dans le fossé 6 heures après. Fait que je marche. Excuse-moi, mais c'est parce que je trouve ça drôle. Ben, en tabarnak. Chris, oui. Je me cache dans le fossé. Le gars, il est tellement chaud qu'il s'endort dans le fossé. Oui. Il se réveille. Qui ont fait ils t'ont jamais vu là, eux autres. m'ont Le jamais towing, ils ont tout ramassé. Ils ont tout ramassé, la police, tout Tout ce est que bien tu voudrais. défoncé dans le fossé. C'est fou, hein? Puis là, hey, des accidents de char, là, j'ai pris le champ avec un décapotable parce que j'étais chaud raide. Ça a été une de mes ballons. Chanceux que je ne reviens pas à l'envers. Là. Encore là, dès que nous, ils ont whippé le décapotable, on a juste les 2 lumières allumées. Là. Je pourrais t'en compter, ça a conduit auto, là. C'est terrible ce que je faisais. C'est pour ça que tu me dis que tu as fait des fins de semaine. C'est Oui, c'est exactement. Exactement. ça. Là, quand tu es récidiviste, en plus, là, ils veulent te taper ses doigts pas mal plus. Là. Ça a dû te coûter cher, tout ça. Pas si pire. Pas si pire. Ça a coûté. Non, parce que je m'en suis toujours. Ben, regarde, là, justement, ça a dû coûter cher. Mais ma première ballonne, c'était en 1980. Quand un peu là, j'avais 18 ans. Fait que c'était en 84. Cette ballonne-là coûtait 1000$, je pense, plus l'avocat. Ouais, là, c'était une époque, ça venait de commencer. Là. C'était criminel à moitié. Là. C'était des bails de 10 ans, je faisais. Moi, je me suis fait repogner des années 93-94. À ce moment-là, je m'en tire. Vu que. Puis il y avait la loi dans ce temps-là que si ça faisait plus que 10 ans, c'était pas considéré comme une deuxième. Fait que j'ai encore récidiviste. j'ai encore juste une claque ses doigts. Puis j'en ai refait une un peu après que ma fille soit née, en 2002-2003. Celle-là, ben, ça coûtait cher, il me semble que non plus. J'étais encore en 10 ans. J'étais encore dans l'histoire de 10 ans. Ça a changé pas longtemps après.
coûté l'avocat, puis ça a coûté une amende de 1000-2000. À travers ça, il y en a eu une qu'on a changée pour une conduite dangereuse parce que j'ai soufflé à 0.92, là, fait que c'était trop proche, puis on n'a pu le contester. Puis la dernière, chaud raide, ils ont trouvé un 26 onces de vodka sur le banc du conducteur. Ouais, puis si je veux dire, c'est pas, tu t'es fait pogner ces fois-là, mais la conduite chaud, ça n'a pas été 4 fois. Là, ah non, mais non, c'était quotidien. C'était quotidien, c'était quotidien. J'aurais pu me faire pogner des millions de fois. Puis cette fois-là, là, je sais que j'ai laissé mon sac avec mes effets personnels, mes 4 permis de conduire. Ben, pas permis de conduire, c'est-à-dire mes assurances maladie, puis les cartes d'assurance sociale, tout est là. Ils savent que c'est moi qui étais dans le truck. Fait que j'appelle évidemment la mère de ma fille, qui, elle, va me donner un livre, m'a dit c'est pas vrai que je t'emmène chez nous. Je t'emmènerai pas chez nous dans cet état-là, puis je t'emmènerai pas chez nous comme fugitif. Fait que je me suis ramassé d'une maison de chambre, puis juste à penser ce que j'allais faire le lendemain. Puis ce soir-là, je me rappellerai tout le temps, j'ai bu une Bud Light, il était 11h30. Ça, c'était 11h30, non, 11h30 PM le 2 juin. OK. C'est tout arrivé le 2 juin. Le 3 juin, donc il était 11h30. Le 3 juin, au matin, je me suis rapporté au poste de police. Je dis, c'est moi qui étais à Saint-Constant, puis c'est moi qui étais dans le truck. Je suis pas un gars de prison, je te le dis tout de suite. Il y en a qui en font leur vie. Là. Ils m'ont mis dans une cellule. Mais cellule au poste de police, là, c'est pas comme en prison. Là. Cellule au poste de police, là, c'est grand comme la table ici. Là. Je me suis mis à faire une crise d'angoisse, puis à crier, puis à faire comme tabarnak, sortez-moi d'ici, ça n'a pas d'allure, les gars, sortez-moi d'ici. Je broyais, là. Je broyais ma vie, puis j'avais peur, puis qu'est-ce que je fais là, puis là, ça tourne encore. Ma fille encore qui revient, esti. Fait que le gars, il était cool. Là. J'ai pas pogné un policier qui était méchant, il aurait pu dire femme ta gueule, esti, on va te crisser une volée, il y en a comme ça. Là. Il dit, écoute, je peux pas rien faire, il faut que tu restes là. Il dit, on va savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes pour voir si on va te transférer à Bordeaux, quelque chose comme ça. C'est sûr, il faut que tu comparesses demain. Soit tu comparais d'ici ou de Bordeaux. RDP, à ce moment-là. Puis, à la fin de compte, il me donne un magazine. Il dit, regarde, essaye de changer les idées. Je suis pas capable de regarder. Mais tu sais, là, je me suis dit, OK, il faut que je respire. Tu sais, j'ai passé un peu la crise d'anxiété. Là, je me suis promené pendant 6 jours de temps. Parce que j'avais des causes à Valleyfield de menaces. J'avais menacé la mère de ma fille par texto. C'est niaisage. Tu sais, quand on dit dans la vie, deux chums se parlent, t'es épais, moi t'arracher la tête. Mais en texto, c'est fort par la loi. Le juge me dit à ce moment-là, Monsieur Rousse, une personne pas de tête, c'est une personne morte. Je dis, OK, c'est correct. Je ne bastinerai pas avec ça. Là. Fait que, bref, je me suis promené, parce que je me suis rendu en sandales, pas de bas, en t-shirt, en short. Fait qu'ils m'ont mis les menottes aux chevilles puis aux poings. Mais là, j'avais les chevilles grosses de main. Je me suis promené 6 jours de temps en panier à salade, puis d'une détention à l'autre. Parce que j'avais des causes à Valleyfield. Valleyfield, c'est Bordeaux. Parce que j'avais des causes à Longueuil. Longueuil, c'est RDP. Fait que là, ils me switchaient. RDP, Longueuil, Bordeaux, Valleyfield, Bordeaux, RDP. 6 jours de temps. Mais ma première rencontre à Longueuil avec mon avocate, que j'adore aujourd'hui, les avocats, là, c'est un outil de travail, puis ils veulent la meilleure sentence pour toi. Eux autres, ils sont pas là pour vouloir le mieux pour toi. Ils sont là pour avoir la meilleure sentence pour toi. Légalement, t'en sortir le mieux que tu peux. Le mieux possible. Mon avocate me dit, je dis là, tu m'envoies en thérapie. J'ai dit là, ça suffit. Où est-ce que je suis rendu là, dans ma vie? J'avais déjà consulté en externe. En externe, ça faisait pas la job pour moi. J'étais passé à encadrer des rencontres 2 fois par semaine, d'1 heure. Écoute, c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour un gars. Tu sais, ça va être bon pour quelqu'un qui consomme 2-3 fois par semaine, tu sais, peut-être un verre de trop, qui est capable de les ramener. Ils vont lui donner un mode de vie, puis bon, capable de ça. Pas quelqu'un qui est deep comme tu étais rendu. Non, oublie ça. Fait que ça n'avait pas marché. Fait que je dis à mon avocate, j'ai dit, envoie-moi en thérapie. Elle me répond, elle dit, ben non, Martin, là. Elle dit, je vais m'arranger, là, tu vas faire 21 jours, après ça, tu vas avoir une probation. Elle dit, max, 10-15 jours, ton tiers, ton 2 tiers, tu vas être sorti. Là. Non, ça marche pas, tu m'en vas en thérapie, je veux une thérapie de 6 mois. 3 fois, elle me dit, ça n'a pas de bon sens ce que tu me demandes. Elle dit, c'est pas le genre de sentence que je te donnerais. J'ai dit, hey, arrête là. J'ai dit, là, tu vas remonter en haut. C'est le genre de sentence que j'ai de besoin. J'ai besoin d'aller en thérapie, puis tu vas marquer dans mes conditions qu'il faut que je la finisse. Elle dit, c'est ça que tu veux, je m'en vais le faire. Puis, c'est ça qu'on a fait. Je me suis allé en thérapie, puis c'est là que ma vie a changé cette journée-là.
le breakdown le 3 juin 2004. Voyons, là, tu me rends trop émotif, là, je suis en train de parler mes dates. 2016. 3 juin 2016, c'est là que ça a changé. Comme je dis tout le temps, rendu à ce point-là, quand tu as choisi d'aller en thérapie, c'est pas positif. Tu prends un choix parce que tu en as besoin, mais sauf que ta vie, c'est de la merde. Parce que là, c'est, quant à moi, le plus gros échec que j'ai vécu cette journée-là. Parce que je suis pas capable de m'en sortir par moi-même. Parce que je laisse tomber mes proches, dont ma fille. Parce que j'ai besoin d'aide pour vivre. Fait que le gars qui se sentait loser, Il dort encore plus en il tabarnak. se sent Là. encore plus loser. Là, parce que c'est ça. Là, tu te rends compte en plus que que tu sais que tu n'as jamais rien fait de bon dans ta vie, là, tu te rends compte que tu n'es même pas capable de te T'es gérer un tout esti de seul, pas là. bon. C'est ça que t'as, là. Je peux plus me voir dans le miroir, là. Ça marche plus. Ce qui n'est pas un bon minding en plus quand tu essaies d'arrêter de consommer, là, Chris. Là. La seule chose qui me tient, puis je pense encore aujourd'hui, c'est ma fille. Si ma fille n'est pas là, je ne sais pas comment est-ce que je réagis. Je peux pas te le dire, je serai là aujourd'hui. C'est ce qui est important, elle, dans ma vie, je te le dis. Oh. Ce sera pas là. Pas de stress, man. Il n'y a pas de stress. Je suis un papa. Je comprends. Bon. J'arrive en thérapie. Le cerveau, il est bien fait, hein? Parce que l'intervenante qui me reçoit dans la phase qu'on appelle la préphase et la première phase en thérapie. L'intervenante qui me reçoit, qui est encore aujourd'hui, c'est pas une amie proche, mais on se parle, on se texte, Messenger. Quand on se voit, on se prend dans nos bras parce que j'ai travaillé avec aussi après par après. Personne qui est importante. Oui. Elle me dit, tu as pleuré pendant 3 semaines. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle d'être triste. Je me rappelle de ne pas être à ma place. Je me rappelle que je m'en veux. Je me rappelle que je suis un cave. Je m'aime plus. Puis je me rends compte que je me suis pas aimé depuis longtemps. Je me rappelle pas d'avoir dit, Martin, tu braillais ta vie tout le temps. Elle dit, on était désespérés pour toi. Je me rappelle pas de ça. Puis je suis pas en consommation, là. On dirait que mon cerveau a fait un shutdown, c'était trop. À un moment donné, là, je reviens à l'autre intervenante qui, dans ma deuxième phase de thérapie, c'est là qu'elle aime pas. Parce que ma thérapie va plus ou moins bien, parce que j'embarque pas vraiment dedans, parce que je suis un cave, puis je finis, puis plus rien qui marche. Puis dans ta tête, c'est ça. T'es comme, t'es un petit loser. Fait que j'ai beau être ici, Puis ça marchera pas parce que je suis pas capable de rien je faire. consommerai pas pendant 6 mois, je suis capable, mais je vais faire quoi, mais que je sorte, j'ai pas de job, j'ai pas d'aventure, j'ai pas d'avancement, puis j'ai rien. Puis Qu'est-ce que ma fille va passer de moi, mais que je sorte d'ici? en même temps, puis encore là, ma fille, quand c'est venu le temps des premières sorties que j'aurais pu avoir, elle était réticente. Puis pas parce qu'elle voulait pas me voir, pas parce qu'elle s'ennuyait pas de moi. Elle était réticente à savoir est-ce que ça va continuer. C'est encore le même gars que je vais avoir, puis tout ça. Un autre coup de masse parce que la première, elle a dit papa, on attend-tu à l'autre fin de semaine d'après. C'est petit coup de masse encore, hein? Là, même ma fille veut pas moi, là. Hey, je drop, là. Je drop, puis pas à peu près, là. Fait que. Tu me parlais de ta deuxième intervenante, dans ta Oui. deuxième phase. C'est là Fait que t'étais. c'est elle qui m'a posé. Tu sais, quand je t'ai dit tantôt la question, pourquoi t'as pas de fun à jeun? Là, il a fallu que je me remette en question. C'est à partir de là que j'ai fait comme moi qui regarde. Là. Parce que malgré tout ça, malgré la vie que j'ai menée, malgré mes zones grises, j'ai toujours eu, puis là, je m'en rends compte aujourd'hui, cette petite force-là en arrière qui me poussait pareil. Survie, continue. Il y avait toujours cette petite flamme-là qui ne s'éteignait pas, qui ne s'est jamais éteinte, puis je suis content qu'elle ne soit pas éteinte. Qui venait survivre. T'sais, on dirait que c'était. Je peux pas te l'expliquer. On dirait que cette chose-là a toujours été là, malgré mes envies, malgré mes consommations, malgré mes choix, tout ça. Ça a toujours été là. On dirait que c'est une petite veilleuse. C'est comme, ah ouais, t'es encore capable. Vas-y, continue. C'est là que je me suis découvert. C'est là que, tu sais, tout le long de ma zone grise, là, elle a commencé à disparaître un peu. Un peu comme un orage, puis que tu commences à avoir des percées de soleil. Les contenus de cours, participer aux cours, voir la thérapie, commencer à fonctionner sans consommation puis sans envie de consommation. Déjà là, c'était beaucoup. À te comprendre et à te connaître. Là, oui, savoir je suis qui, je viens de où, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes vraies valeurs, etc.
je dis toujours à mes résidents, quand tu prends les bons choix, on dirait que les portes s'ouvrent sans que tu le vois venir. J'ai décidé d'aller en thérapie. Je suis chef cuisinier de métier. Après 3 semaines que j'étais en thérapie, le chef cook engagé, staff, disparaît. On pense qu'il a rechuté, mais il ne rentre pas le matin, puis il ne rentre plus jamais. Je m'en vais voir le directeur de l'établissement. J'ai dit, là, je fais partie de l'équipe cuisine. Ton chef, il ne rentre pas le matin. Puis j'ai dit, ça ne m'énerve pas vraiment. Je venais d'ouvrir une brasserie à Valleyfield. C'est moi qui ai fait les menus, les 6 pages, c'est moi qui les ai composés, les recettes. J'ai dit, pour tes 100 gars, moi, je suis capable de te dépanner en attendant. Fait que je l'ai dépanné pendant 3 semaines, le temps qu'il se trouve quelqu'un. Fait que je faisais ma thérapie en même temps. Je roulais à la cuisine. Travaillais, c'est ça. Je roulais à la cuisine. Parce qu'il y a quand même la thérapie là-bas, de la manière que ça fonctionne, excuse-moi, c'est qu'il y a quand même une équipe cuisine qui sont des résidents. Parce qu'on leur apprend, on leur donne des jobs, on leur apprend à revivre. Excuse. Là, j'étais comme le staff, dans le fond. J'avais dit ce que Bruno, c'est le directeur d'établissement. Quand on a eu terminé tout ça, puis que je reviens résident normal, lui, il me dit, je peux rien te promettre. Il dit, dans le sens que je sais pas comment est-ce que ton cheminement va aller. Je sais pas si tu vas le terminer. Je sais pas ce que tu vas décider à la fin. Mais il dit, t'es vraiment un bon gars, tu m'as aidé. Il dit, si jamais tu as besoin de moi à la fin, tu viens me voir, puis il dit, j'aurai peut-être quelque chose pour toi. Je fais ma thérapie, ça va bien. Je suis content de moi. Je suis comme la phrase, je suis content de moi. Ça fait combien de temps que j'ai pas été content de moi? Je pense que je devais être TQ à 5 ans quand j'ai scoré mon premier but au hockey. Là. Je me rappelle pas d'avoir été content de moi dans la vie. Là, tu frôles la cinquantaine. Là. Oui. Parce que là, si on se reporte en 2016, ça fait 8 ans. J'ai 48 ans quand je rentre en thérapie. Je finis ma thérapie en décembre. Puis là, ma fille me fait une demande qui est très logique. Puis ça ne m'a pas dérangé parce que je la comprenais à ce moment-là. Elle me dit, papa, on va se voir. On peut même se voir dans la semaine, les fins de semaine, tout ce que tu veux. Elle dit, j'aimerais ça que de finir l'année scolaire chez maman. Ben, on se voit, là, je veux te voir. Ben, je serais plus safe d'avoir ma place chez maman tout le temps, 24h/24. Puis on peut aller manger au restaurant, je peux aller coucher chez toi, blablabla. Ben, elle dit, c'est bien correct. Mais surtout rendu à cet âge-là, quand tu es à la fin de l'adolescence. Moi, je l'ai vécu, mes parents séparés, puis à un moment donné, ma mère, j'ai une fin de semaine sur 2, j'ai 15-16. C'est parce qu'elle savait, tu te rappelles que moi, avant ça, j'avais de la misère à vivre sans ma fille une semaine sur 2. Ouais. T'sais, c'est pour ça qu'elle me fait la demande, parce qu'elle sait que j'aurais voulu avoir au moins une semaine sur 2, sinon plus. Là, je trouve ça très légitime. Mais là, à ce moment-là, je me retrouve à... Parce que la thérapie est à Opton, c'est Toxicogène Opton, je viens de faire la pub. C'est correct. Même, si tu veux, même que tu m'envoies tous les liens, on va les mettre dans la description, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Là, je me retrouve à Opton, qui est à 1h30 de Valleyfield. De toute façon, Valleyfield, les seuls vrais amis que j'avais, c'est des amis de consommation. Ma soeur est rendue à Montréal. Ma mère demeure à Valleyfield. Ma fille est en banlieue de Valleyfield, à Huntington, chez sa mère. Sauf qu'elle arrive dans l'âge où elle va aller au cégep, et tout ça. Tu sais, j'ai plus d'attache à Valleyfield. Fait que c'est là, puis je suis à Opton. Je fais quoi? Fait que c'est là, on est dans les dernières semaines de ma thérapie, c'est là que je vais voir le directeur. Je dis, regarde, je compte que ce que je viens de te raconter avec ma fille, qu'elle veut rester là. J'ai dit, moi, si tu as besoin de moi, ben, tu feras peut-être du bien de me trouver une job ici, puis je te parle encore, là, tu sais, quand tu prends les bons choix. Il dit, justement, j'ai une place en cuisine pour toi. Merveilleux. Il dit, donne-moi ton CV. Je tape mon CV vite fait, je le rafraîchis, je donne ça. Il revient me voir. Il dit, c'est pas dans la cuisine que tu t'en vas, là. Il dit, t'as déjà tapé des conventions collectives pour la FTQ. Il dit, t'as déjà travaillé dans les écoles, t'as remplacé, blablabla. Il dit, moi, je te veux dans le bureau. Il dit, ce que t'as dégagé sur le plancher pendant ta thérapie, il dit, les résidents, ben, ils t'aimaient bien. Ils te prenaient en... Puis ça, je m'en suis pas rendu compte, là, mais c'est comme ça. Ils te prenaient un peu comme un modèle de thérapie. Il dit, moi, je pense que... Puis il dit, à ce moment-là, l'équipe clinique... Je fais pas de discrimination, là, tu vas comprendre. L'équipe clinique, c'était juste des filles. Sauf que c'est pas des enfants de cœur qui sont en thérapie, là. Puis le directeur, à ce moment-là, ce qu'il avait peur, c'est que si ça dégénère, puis il y en a un qui décide de taper partout, là, tu sais, c'est pas les intervenantes qui viennent de sortir de l'école de 25 ans qui vont aller arrêter les gros bras, puis se mettre devant, puis blablabla. Il dit, moi, ça me prendrait un gars, puis ça me prendrait un gars, que tu sais, puis je sais que tu es respecté sur le plancher. Je dis, on y va, go, j'essaye ça. À la bonne place, les bons choix, au bon moment.
Je fais ça. J'ai la chance d'avoir le bureau assis à côté de la directrice clinique, Evelyne, qui est la femme de Bruno. Merveilleuse. C'est une psycho-éducatrice. Elle sait ce qu'elle fait. J'ai jamais vu ça, une femme merveilleuse comme ça, interagir avec les gens. Elle est incroyable. Mais je suis assis à côté d'elle, puis j'apprends. Je ferme ma gueule, puis j'apprends. Elle me dit, tes interactions avec les résidents, là, elle dit, je trouve ça bon. Elle dit, tu devrais retourner à l'école. Je dis, là, tu es en train de me dire que tu veux que j'aille à l'université à 49 ans. J'ai jamais aimé l'école. Oui, j'ai fait des diplômes, mais j'ai jamais aimé l'école. Ma soeur m'en a toujours voulu. Elle me disait que c'était facile pour moi l'école, mais que je ne m'impliquais pas, puis qu'elle a bûché, elle a un bac, puis elle se demandait comment ça se fait que j'allais pas plus loin là-dedans. Elle dit, vas-y, essaye-le. Elle me convainc. Fait que je me suis inscrit à l'université pour mon certificat en toxico. Je me suis mis à aimer ça. Je me suis inscrit. J'ai commencé à travailler en toxicologie en 2017. J'ai fait quelques cours, session hiver 2018. Parce que, tu sais, c'est toujours les cours d'automne qui sont prérequis pour les cours d'hiver. Mais là, il y avait 2 cours qui... J'ai dit, je vais essayer ça. Puis si ça marche, bien, Si t'aimes ça, tu te vas embarquer pour la session d'après. Puis ça marche. Je fais un cours d'été qui, lui aussi, n'a pas besoin de prérequis. Je m'engage une session complète parce que j'étais un excessif dans la vie. Je m'engage une session temps plein parce que là, ma job, je la fais un peu les doigts dans le nez. Ma job de surveillant, tu sais, ça va bien, puis je suis à l'aise. Fait que bon, prendre une session 3 semaines avant que la session commence. On a les jobs qu'on appelle agent de liaison. Agent de liaison, qu'on appelle aussi intervenant juridique. Ce que je fais présentement. Il y en avait 2 à ce moment-là, à l'époque. Il y en a un des 2 qui fait une rechute, disparaît. Le directeur vient me voir. Il dit, là, on est un peu dans la merde. Il dit, le temps que je trouve quelqu'un, il dit, je sais que tu as déjà tapé des conventions collectives pour la FTQ. Il dit, t'es capable de taper des rapports de cours? Bon, je pense que oui, montre-moi un modèle, puis je pense que je vais me débrouiller avec ça. Moi, quand mon français est quand même pas pire. Avec Antidote, on va se débrouiller. Fait que, je dis, oui, vas-y. Fait que là, je commence à faire des rapports de cours. Ça va bien. Je fais de la surveillance. Je fais des rapports de cours. Je fais de l'intervention. Je remplace les intervenants. J'étais un peu plus impliqué dans la thérapie. J'étais un peu plus impliqué dans la discipline de thérapie aussi. Quand les gars ils commencent à déborder un peu, ben c'était un peu moi qui fais la discipline, qui va sur le plancher, puis je les calme, etc. Ça dure, ça, 1 mois, là, l'histoire des rapports de cours. L'autre intervenante, Alain Pépin. Je ne le rencontrerai pas parce que ça serait trop évident de savoir c'est qui. Fait que le directeur, encore là, Bruno, il fait venir dans son bureau. Il dit là, ça va pas. Il dit, t'es-tu bien assis? Il dit, t'es tout seul, agent de liaison. Ça fait 1 mois que tu connais la job, puis t'as pas de permis de conduire. J'ai dit, t'es-tu sérieux, là? Il dit, oui. Je me mobilise. Je vais chercher mon permis de conduire. Ça a pris 2 mois parce que j'ai planté ma premier examen. Go, apprends un job tout seul, là. Cette job-là a fait en sorte que je me suis jamais senti autant sur mon X de ma vie. Tu sais, quand je t'ai dit ma vie drabe, plate, zone grise, je sors de là, finalement, à 50 ans, ici. Jamais trop tard, hein? Ça, regarde la caméra pour te dire ça. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard de prendre les bons choix. Jamais. Puis c'est ça que je te dis, quand on découle, quand on commence à prendre les bons choix dans la vie. Les gars, ils me disaient, là, mes chums de brosse, Christ que t'es malchanceux, toi. 5 fois que tu te fais pogner. T'es donc malchanceux. Ben, c'est drôle. Depuis que je bois plus, je me fais plus pogner. Comprends-tu? C'est ça que je veux dire, les bons choix dans la vie. Bois pas, hostie, au volant. Je me fais pas pogner, hostie. Dès que j'ai commencé, mon premier choix de thérapie, dès que j'ai commencé à faire les bons choix, les portes se sont ouvertes. Demande-moi pas qui c'est qui les a ouverts. C'est-tu moi? C'est-tu comment? C'est-tu parce que ma vie est devenue positive que c'est comme ça que ça se passe? Les portes s'ouvrent pas pour rien, là. Si se sont ouvertes devant toi, c'est parce que tu étais là, tu étais à la bonne place, tu étais au bon moment, puis tu as fait les bons choix. Exactement. Ça a déboulé. Il n'y a pas rien qui t'ouvre les portes. On ouvre nos propres portes. Là, là, à ce moment-là, avec ma rage de vivre, avec je me trouve chanceux, en quelque part. Je me donne la tape, mais je me dis, quel est-ce de bon de avant et après où ce que je suis rendu aujourd'hui, à ce moment-là. Mais là, je fais juste commencer dans le monde juridique. Là. Je connais plus ou moins la job, mais là, hey, je te dis, puis encore aujourd'hui, des fois, il faut que je me pince,
Parce que de mon mode de vie criminel à ce que je fais aujourd'hui, c'est incroyable. Je te le compte, puis on dirait que je compte l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça se peut pas comme changement. C'est un livre, là, c'est une histoire qui s'écrit habituellement, pas qui se vit. C'est un roman, puis ils vont dire c'est pas vrai, là, c'est pas vrai, c'est pas une histoire vécue, là, c'est un roman que quelqu'un écrit. Là. Ce job-là, veux-tu qu'on parle de la job? Oui, Parfait. on est rendu On est rendu là? c'est ça, oui. Aujourd'hui, le podcast est aussi une présentation de procafetière.ca. Procafetière.ca, c'est pas juste du beau linge puis des belles tasses. Procafetière.ca, c'est simple. Tu as besoin de café, de machine à café, réparation de machine à café, entretien de machine à café, peu importe la marque, les sortes de café, des accessoires pour le café, c'est simple. Café, c'est synonyme de procafetière.ca. Tu peux les rejoindre en ligne au procafetière.ca. Sinon, ils ont pignon sur rue à Varennes. Et là, je te préviens, bon, si tu vas à leur place, à Varennes, attends-toi pas à te faire servir comme un client. Tu vas te faire servir comme un membre de la famille. C'est une entreprise familiale. Le propriétaire, Benoît, s'il est là. Si tu passes plus que 15 minutes dans sa shop, ça se peut qu'il t'invite à souper. C'est du monde super aimable, super amical, super familial. Procafetière.ca pour tout ce qui touche le café. Écoute, c'est là parce que tantôt, j'ai teasé un peu parce que c'est ça. C'est pour ça que je suis là. Ton parcours, ton vécu, pour moi, est très important. Oui. Il y a plein de choses que tu as dit dans toute ton histoire. Ça fait 1 heure que, justement, on est ensemble. Puis t'es pas le premier à raconter ton parcours, mais le parcours de chaque personne est différent. Oui. Puis peut-être que ton parcours à toi ressemble au parcours à quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment. Puis moi, exactement. C'est pour ça que je suis là. Le monde qui, des fois, qui vont dire, ah, mais tu reçois du monde qui vient, c'est souvent, oui, mais attends, l'histoire de un, c'est chacun a son histoire, chacun, même si c'est, parce que j'étais pas le premier qui a des problèmes de boisson puis de coke, là, j'ai eu Étienne Boulay il y a une couple de semaines, là, tu comprends? Mais chacun a ses histoires différentes, l'a vécu. Puis sans ce vécu-là, je suis peut-être pas là aujourd'hui. Là. Exactement. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis là, en plus, toi, c'est parce que oui, dans ton parcours est intéressant. Le layer de plus pour le podcast, c'est ce que tu fais, qui est un podcast sur l'univers carcéral aussi. Exact. C'est là que quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, c'est là que j'ai fait oui, OK, parce que des gens qui ont un parcours comme le tien, j'en reçois 4 messages par jour. Mais le fait de ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Le jump entre les deux. Comme je te disais tantôt, on est au stade, je travaille au stade de la caisse de remise en liberté, les gars se font arrêter. Ils ont commis des crimes. Il faut que je prouve que c'est relié à la consommation. À ce moment-là, écoute, mon évaluation est faite. Si moi, ça marche pas, bye, passe à l'autre chose. Je te pose la question quand tu commences. Je te le dis, puis je te le dis rough, là, mais t'es qui, toi, à ce moment-là, pour juger ça? Tu comprends? C'est pas une insulte, là. Non, mais écoute bien. Christian me dit, ça fait 1 mois, je tape des rapports, là. T'es qui, toi, là, pour... Mais écoute bien, là, écoute, laisse-moi aller, puis tu vas voir, Parfait. avec les avocats de la poursuite, c'est exactement ça qui s'est passé. Là, j'évalue mon gars. Bon, comme je te dis, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, il y a 2 possibilités. On s'en va voir l'avocat de la poursuite, on y soumet un plan de sortie qui est une thérapie de 6 mois encadrée. L'avocat de la poursuite dit oui. L'entente commune, le juge va dire oui. Entente commune entre la défense et la poursuite, voilà, sous condition. On l'envoie, bye. S'il veut pas. Et moi et la défense, on trouve que c'est quand même un bon plan de sortie, malgré... Parce que la poursuite va nous dire les objections. 3 critères quand tu es en remise en liberté. Est-ce que les conditions qu'on va lui donner, il va les respecter? Là, on regarde ses antécédents. Ce gars, il a 40 bris de manque de date de cours, de consommation, de whatever. De consommation. Quand tu parles de violence, quand tu parles de violence conjugale, c'est de ne pas communiquer avec la victime. 810, mais, mettons, exact. c'est ça. Ça, c'est la première. Est-ce qu'il va respecter ses conditions? La deuxième, est-ce que c'est un danger pour lui-même ou est-ce que c'est un danger pour le public? Comme je te disais tantôt, le gars qui est accusé de meurtre ne sortira pas sur le 2e motif. C'est sûr et certain. 3e critère, est-ce qu'un public bien averti va accepter cette décision-là? Quand on parle de public bien averti, là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est quelqu'un qui connaît un peu la loi. Puis que, tu sais, souvent, tu vas voir, ça fait 3 filles qui violent, ils l'ont remis en liberté. Puis Chris, ils viennent en violer une 4e. Comment ça se fait, tabarnak, qu'ils l'ont remis en liberté? C'est un peu ça, ce bout-là, quand je te dis, est-ce qu'un public bien averti va accepter cette décision-là?
Nous, si on pense qu'on comble les 3 critères, on va aller en enquête sur remise en liberté. Là où j'ai fait ma marque, c'est-à-dire que ils vont soit que l'avocat de la défense va le faire seul, soit qu'il va demander un témoin expert qui va être moi. Puis je suis rendu pas mal le seul qui fait ça. Il va y avoir des ententes des fois que des gens de d'autres thérapies vont aller témoigner à condition qu'ils ne soient pas soumis au contre-interrogatoire. Juste dire comment est-ce que ça se passe en thérapie. Parce que si tu te présentes dans le box, tu es soumis au contre-interrogatoire de la poursuite. De la poursuite, c'est ça. La couronne peut te rentrer dedans. Là, d'où ta question tantôt, t'es qui, toi? T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Là, je vais nommer son nom parce que c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup. Les avocats Yves Ménard à Montréal. Yves Ménard lui-même. Ça fait peut-être 1 mois que je fais des évaluations carcérales. Ça fait 1 mois que j'accepte des gens, que je refuse des gens. J'ai jamais témoigné. Yves Ménard m'appelle. Il dit, je vais avoir un cas un peu plus touché. Première fois que je parle au bonhomme. Je vais avoir un cas un peu plus touché. Je veux que tu fasses l'évaluation, mais ça passera pas, puis je vais avoir besoin de ton témoignage. Je fais comme, OK. J'aime ça, tu sais, j'aime ça le challenge. Le challenge de plus, c'est ça que j'allais dire. Je dis, OK, mais je regarde, là, je compte pas sur moi, là, j'ai jamais fait ça, là. Tu m'envoies là, dans la gueule du loup, là, puis... Il dit, non, il dit, je vais te coacher. Il dit, regarde, puis de toute façon, c'est un cas qui va être plus difficile à sortir. Fait que si tu le banques, si tu penses pas que ce soit vraiment de ta faute, mais il dit, regarde, on l'aura manqué, puis c'est tout, là. Au moins, on va l'essayer. On va l'avoir essayé. Je m'en vais évaluer le gars. Je l'accepte. Donc là, on s'en va en enquête sur remise en liberté dans la même journée. Pas parce que tu aurais pu dire. Mais là, si je dis non, s'il ne rentre pas dans mes cases, je dis non. Fait que ça va. Fait qu'on s'en va en haut. Avant de partir cette journée-là, ma directrice clinique, je lui raconte que je m'en fais mon premier témoignage. Elle dit, tu sais qui la poursuite? Je la nommerai pas. La madame est à la retraite là, aujourd'hui. Elle dit, t'es-tu sérieux, Martin? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, les filles revenaient en broyant quand ils témoignaient devant cette madame-là. Elle te les ramasse, puis pas à peu près. OK. Donc, j'en pognais pas une facile en partant. Je décris le gars, je décris comment ce qu'il est, je décris sa vie, je décris ses problèmes de consommation, je décris ses problèmes ses problèmes avec la justice qui sont reliés à ses problèmes de consommation. Puis je dis, dans ce que je décris du gars, qu'il a 2 enfants. Anodin. Elle, en contre-interrogatoire, elle dit, Monsieur Rousse, vous avez dit que ce monsieur-là avait 2 enfants. Je dis, oui. Ils ont quel âge, les enfants? Demande-moi pas pourquoi je l'ai noté sur ma feuille. Je dis 1 an et 7 ans. Là, je regarde Maître Ménard. Il fait là, il fait comme. Laisse faire. C'est la seule question niaiseuse qu'elle m'a posée. Là, elle rentrait dans le vif du sujet. Après, le gars, on l'a eu. Il est libéré, puis il est venu en thérapie, puis il a même fini sa thérapie, ce gars-là. Mais quand je suis sorti de la salle de cours, je demandé à Maître Ménard, pourquoi qu'elle me demande ça? C'est quoi sa question niaiseuse? Il dit, il voulait te discréditer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu n'étais pas capable de répondre de l'âge de ses enfants, elle, probablement, en plaidoirie, elle aurait dit, Monsieur Roux, c'est bien fin. À quel point tu le connais, son dossier? Elle dit, il connaît même pas l'âge de ses enfants, là. Puis, comment est-ce qu'il peut faire une évaluation juste s'il n'est même pas capable de dire l'âge de ses enfants? Probablement que ça a été le genre de plaidoirie qu'elle aurait fait. Il y a une autre, puis là, pour finir l'histoire avec Maître Ménard, lui, il a bien aimé qu'on travaille ensemble. Puis, il y a à peu près 12 avocats criminalistes qui travaillent pour lui au Palais de justice de Montréal puis à la Cour Mune. Les autres font juste du Montréal. Puis lui, il a dit, appelez Martin. Puis grâce à ce bonhomme-là, je me suis fait, parce que ces avocats-là sont toujours à Montréal, mais dans le Palais de justice de Montréal, là, c'est une fourmilière d'avocats. Là. Ils entendent mon nom. « Hey, t'es gars de thérapie, 75% de ma clientèle vient de Montréal. Je passe mes journées dans le Palais de justice de Montréal. Au moins 3 jours par semaine. Je suis là. Je suis connu. Martin, comment ça va? Par tout le monde, les gardiens, les greffiers, etc. À partir de là, ça a décuplé. Là. Ça a décuplé. Puis aujourd'hui, au fait, quand j'ai envoyé, parce qu'à toutes les fêtes, je remercie mes avocats de faire affaire avec nous autres, blablabla, puis que de continuer dans l'avenir, ça serait le fun. Puis j'ai envoyé 563 joyeuses fêtes. Donc, j'ai 563 avocats criminalistes dans mon téléphone. Mais toi, tu travailles pour la maison de thérapie. Exactement. Ce que tu as fait. Exactement. Puis les avocats, eux, vous engagent en tant qu'experts, dans le fond? Non, ils ne m'engagent pas. C'est-à-dire que la thérapie... Parce qu'ils font toute leur thérapie où ce que toi, tu travailles? Moi, je suis payé. Moi, la thérapie, c'est...
Pas que je veux savoir comment tu Non, gagnes non, ta non, vie. là, mais c'est privé. C'est juste privé, curieux de comprendre comment le fonctionnement. La thérapie, dans le c'est privé. Je veux dire, c'est un propriétaire privé, c'est pas là, géré par le gouvernement. Non. Sauf que la thérapie, si tu es éligible à l'aide sociale, elle est payée par le gouvernement par l'aide sociale. On a des subventions du gouvernement aussi, parce qu'on a des ressources qui sont importantes. Ensuite, moi, je suis payé parce que c'est par toxicogène. On oublie ça. Les avocats, ils m'appellent, ils ne payent pas. Les avocats, ils choisissent de m'appeler parce qu'ils pourraient choisir d'autres thérapies. Les avocats, c'est ma clientèle. Puis là, ben, avec ce que j'ai développé, j'en ai beaucoup. Puis là, j'emmène large. Je vais à Saint-Jean, je vais à Valleyfield, je vais à Laval, je vais à Montréal, Montréal-Courmine, ça va jusqu'à Sherbrooke, nomme-les toutes. Là. De temps en temps, Québec, tout ce que tu peux retrouver de palais de justice, je l'ai fait. Sauf que 75 de ma clientèle est à Montréal. Où ce que c'est fascinant dans mon parcours, puis ça, je capote, je te le dis sérieusement, c'est là le step de passer de ma vie criminelle à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si j'avais mon ordinateur avec moi, là, je pourrais te montrer que j'ai les liens de toutes les parloirs qui existent dans les détentions. C'est-à-dire que moi, quand j'appelle en détention, « Ah, Martin, comment ça va? Je veux parler à un tel. » OK, on te le met en visio. 30 secondes après, j'ai le gars en avant de moi. J'ai tous les liens de toutes les salles de cours du Québec. Si j'ai besoin de témoigner dernière minute, si on a besoin de me parler, en dedans de 5 minutes, je suis dans une salle de cours. J'ai tous ces accès-là. Ma vie criminelle, puis aujourd'hui, je te dis, je me pince des fois. Ma signature, je suis avec une avocate aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu l'émission, l'avocate s'appelle Elfrid Duclerville. Ils ont fait 2 émissions. Ils ont fait À ma défense. Ils ont suivi 5 avocats du Palais de justice de Montréal. Ils ont fait une série avec ça. Ça me dit quelque chose. Bon, ouais. Elle était là-dedans. Puis elle a aussi une émission. Sont 3 avocates. Ils font un peu comme Maid Goldwater. Maid Goldwater, oui, c'est bon. ça. Je ne sais pas en tout cas. C'est ça. Mais c'est une émission comme ça aussi. Je pense que celle-là est à Radio-Can. J'osais avec Maître Clerville l'après-midi. Je suis au Palais de justice l'après-midi. Puis j'y parlais justement quand je m'en venais ici. Puis j'ai dit, sais-tu, Elfrid, que ma signature fait sortir les gens de prison? Elle dit, c'est bien trop vrai. Hein? C'est sûr que le dernier mot, c'est le juge qui l'a. C'est sûr que il y a un processus judiciaire qui va. Mais si moi, je ne l'accepte pas au départ, puis je ne signe pas la lettre d'acceptation, le gars, ça n'en vient pas. Puis j'imagine que tu te forges une certaine réputation. Fait que Là quand le juge voit, ils savent que tu l'as évalué puis que tes évaluations, parce que tu auras un pourcentage. C'est sûr que tous les gars pour qui tu signes, il y en a qui se sont plantés. Ben oui. J'ai pas la vérité infuse. T'es pas un on parle du super-héros, processus là. du début. On parle du processus du début. Non. Là. On dit pas que tu as sauvé tout le monde puis que c'est tout le monde qui réussit puis la vie est belle avec tout le monde pète des arcs-en-ciel. Là. C'est dangereux parce que, justement, cette crédibilité-là, là. Quand le balancier est pas mal juste à ce qu'il devrait être libéré ou non, avec des gros dossiers, les juges ont tendance à me le donner. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Parce que c'est moi qui ai rendu ça crédible. Parce que j'ai rendu la maison Toxicogène crédible. Toxicogène, c'est rendu crédible tout seul. Là. Je ne suis pas le dieu Toxicogène. Mais tu sais, la crédibilité de Toxicogène, la crédibilité de mes évaluations, de mon témoignage, fait en sorte que les avocats me le disent. Martin, c'est beaucoup plus facile de sortir quelqu'un avec toi qu'avec une autre maison de thérapie. Tu as établi cette crédibilité-là. Mais elle est dangereuse, ma crédibilité, puis il faut que je fasse attention. Du genre de gars que je vais sortir. Des fois, les policiers, parce que je fais affaire aussi avec les policiers, dans le sens que si ça dégénère chez nous, des fois, il va falloir que j'en fasse arrêter des gars. Puis on dit, à un moment donné, un surveillant ici qui sort les gars de prison, il est fort en tabarnak, là, parce que ces dossiers-là, on ne voyait jamais ça ici avant. Dangereux, dans ce sens-là. Même que maintenant, la poursuite, c'est arrivé il y a 2 semaines, se sert de moi avec les autres maisons de thérapie. Parce que ce qui va arriver, c'est que si je le refuse, puis le client va absolument... Parce que, écoute, j'ai refusé, habituellement, les avocats vont dire, si Martin t'a refusé, oublie ça. Ça ne marchera pas. Le client peut insister pour essayer avec une autre thérapie. Puis l'avocat, il est là pour écouter son client. Moi, j'ai une poursuite qui m'a appelé, puis il m'a demandé comment ça que j'ai refusé. Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Ben, elle dit, c'est parce qu'il a demandé une autre maison de thérapie. Là. Puis elle dit, c'est sûr, c'est que je dis au juge, pourquoi tu l'as refusé, qu'il ne le prendra pas. Là, je fais comme, wow, attends une minute, là. J'ai dit, c'est malaisant, là. Tu es en train de... Tu sais, les avocats de la défense, c'est un peu mon pain puis mon beurre. Et là, tu voudrais que j'aille témoigner pour dire pourquoi je l'ai refusé, puis d'aller témoigner contre l'avocat avec qui je travaille. C'est pour ça que je te dis cette crédibilité pesante. Pour revenir encore, je te compte ce contexte-là, c'est pas pour me vanter, puis c'est pas pour... Non. Tu sais, c'est juste pour te dire, là, c'est de là que j'y crois plus ou moins encore. T'sais. Des fois, je me réveille le matin, puis je me dis, ça se peut pas. De la vie que je nais en 2016
à ce que ma signature fasse sortir des gars de prison. Je dis, mais ça se peut pas, tu sais, tout à partir des bons choix de faire une thérapie. Regarde. Tu réponds quoi à quelqu'un qui dit ah, les gars vont faire les thérapies juste pour sauver du temps? Bon. Avec l'expérience, je vais dire qu'il va toujours s'en glisser, puis il va toujours en avoir. Avec l'expérience, premièrement, avec la crédibilité que j'ai, avec les avocats avec qui je travaille le plus régulièrement, eux autres aussi, quand ils ont un feeling de ça, ils ne me les enverront pas. Fait qu'il y a déjà un screening qui est fait à partir de là. À cette heure, la clientèle qu'ils vont m'envoyer ou des avocats qui sont moins habitués de travailler avec moi. Mon évaluation, je pourrais te la nommer par cœur. Là. Je suis tanné de m'entendre des fois parce que j'en fais 6-7 par jour, mais je répète tout le temps la même affaire. Mais mon évaluation devient à un moment donné pas pareil pour un puis pour l'autre parce que les réponses qu'ils me donnent sont non-verbales. J'insiste, moi, à le faire en visio parce que je veux voir le non-verbal du gars. Tu sais, si le gars est à marcher de même, hey, je regarde mon évaluation. Hey, ça te tente-tu vraiment de t'en aller à la thérapie, le grand? C'est quoi que tu fais, là? Il va se recadrer ou il ne se recadre pas. Là, je vais regarder. On va mettre fin à ça. Je vais parler à ton avocat. Peut-être que ça serait mieux une autre avenue, mais ça ne sera pas chez nous. Il y a plusieurs façons que j'ai établies en stratégie, justement pour essayer d'éviter ça. Mais, comme je t'ai dit, j'ai pas le TFE. J'en ai, là, mes chauffeurs s'en vont chercher à Bordeaux, 2 coins de rue plus loin. Au premier stop, le gars des calices, il sort du char. C'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il veut, mais la plupart du temps, ils se font rattraper. Puis, oui, il y en a qui sont là pour faire du temps, mais si je pense sauver un par année, je pense sauver un pendant 10 ans, je peux sauver une vie, je m'en calisse. OK? Les gens qui ont... parce que la toxicomanie, c'est la maladie, la mal-aimée des maladies. Ça a été reconnu comme une maladie. Mais il y a bien des gens qui... Il y a juste à arrêter de boire, tabarnak. C'est pas facile comme ça. Puis, je suis venu à un point où ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint plus. Ce qui m'atteint, c'est la détresse des gars qui ne sont pas capables d'arrêter de consommer puis qui vont arrêter leur thérapie puis qui s'en vont. Moi, je me donne un échec à ce moment-là. Des gars qui veulent faire leur temps en thérapie, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut que tu t'investisses en thérapie. C'est un couteau à 2 tranchants. C'est-à-dire que si tu ne participes pas aux ateliers, si tu ne t'investis pas, si dans tes journaux de bord, tu es en surface, émotionnellement, on n'arrive pas à t'atteindre. Tu es obligé de reprendre ta phase. Il faut que tu atteignes les objectifs de phase pour passer à la suivante. C'est 5 phases de 5 semaines, puis une dernière phase de 4 semaines qui est une phase tampon là, entre la thérapie et l'extérieur. Si tu n'atteins pas les objectifs de phase, la première phase, tu reprends. Là, ta thérapie est plus 6 mois, là. Elle est rendue 7 mois et demi. Ça crash total à partir de là. Ton premier shutdown qu'on appelle, si vraiment tu veux t'en sortir, tu vas y mettre de l'intérêt dans ta thérapie, tu vas t'investir plus, tu vas faire mieux tes choses comme tu es supposé de la faire. À ce moment-là, la thérapie, elle embarque pas mal plus. Le gars qui s'en calisse, appelle son avocat, je fais quoi? Là, je vais te pogner 5 semaines de plus, blablabla. Le gars va demander des fois peut-être de retourner en dedans, changer de thérapie. Ça arrive, il va changer de thérapie, mais ça ne fonctionnera pas plus parce que c'est tout le même, un peu le même pattern. La structure est pas mal la même. Le gars se pousse. Ça arrive. Le gars, j'en ai un qui s'est poussé après-midi. Là, quand je m'en venais dans le char tantôt, il m'a appelé. Là. Puis le gars s'est poussé. Ah, c'est ça, parce qu'ils ne sont pas embarrés. C'est ce qu'on appelle un centre fermé, mais c'est pas... C'est une alternative à la détention. Tu es encore considéré comme un détenu. Tu as des conditions d'être chez nous 24 heures sur 24. Si tu quittes les limites du terrain. C'est le discours. C'est le discours que je fais aux gars quand je les évalue. Si tu quittes les limites du terrain, si tu pars de la thérapie, si tu es abri de conditions, c'est considéré comme une évasion. C'est ton mandat direct. Là. Nous, les intervenants sur place appellent la police immédiatement. C'est sûr qu'on a des recherches à faire. T'sais. Ça va nous prendre une quinzaine de minutes parce que la personne est en détresse. Es-tu vraiment manquante ou tu tombes en quelque part ou as-tu perdu la map dans sa douche, etc. À coup qu'on a tout vérifié, les policiers sont appelés. Puis moi, je me donne le mandat, dans les 24 heures, d'avertir le DPCP du district d'origine. Fait que si le gars, ses dossiers est à Montréal, moi, je vais taper une lettre comme quoi que le monsieur, il a quitté. Des bonnes chances qu'il retourne dans son, de lever un mandat. Son coin puis dans ses vieilles habitudes. Là, exactement. Fait que le DPCP, lui, va lever un mandat immédiatement. Les policiers, eux, lèvent pas de mandat. Eux, ils vont vérifier les dossiers pour voir si c'est un gars dangereux, s'il y a une victime. Fait qu'ils vont appeler, admettons, les policiers de ce secteur-là pour dire
madame est en danger ou monsieur est en danger parce qu'il s'est évadé. Peut-être jeter un coup d'œil alentour de la maison. Ils feront pas de chasse à l'homme, là, c'est pas des... Ouais, parce que t'as pas des, tu sais, vous n'avez pas des cas, C'est là. ça. Tu sais, Puis moi, ben, il faut que j'avertisse le plus rapidement possible le DPCP qui, eux, vont émettre le mandat d'arrestation. Ils vont enlever ses conditions d'être... révoquer ses conditions d'être en thérapie chez nous 24/24. Puis que là, ben, si jamais il flash, puis le gars, ben, il il retourne est en dedans direct, direct. là, te remonte, Puis là. la plupart du temps, il pogne la journée même, parce que c'est pas des grands criminels. Mais... Non, puis tu sais, ils se poussent, c'est la consommation. Fait qu'ils C'est vont ça. s'en aller où ce qu'ils connaissent, où ce qu'ils savent, où ce qu'ils vont trouver leur Exa- stock, où ce que le exactement. monde va pouvoir leur fronter parce que là, ils n'ont pas une crise de scène sur eux autres, ils viennent de se pousser. Tu sais, Exactement. c'est ça, là, tu sais. Fait qu'ils- quand les spots sont connus, là, les policiers, là, ils savent en esti qui puis où ça vend, là, tu sais, tu sais, en tout cas, ils connaissent les spots, comme on dit, tu sais. Puis la job, ben, tu sais, je deal avec plein de monde, je deal avec les policiers. Tu sais, je me suis fait un mandat. Je suis vraiment un chien enragé. Je vais te dire, j'étais un pitbull. Dans le sens que quand j'ai des gens en thérapie qui veulent s'en sortir, je te parle pas des petits gars, justement, qu'on dit qu'ils sont venus faire leur temps. Je dis toujours à mes résidents quand ils rentrent, je suis pas en évaluation. Quand ils rentrent, je prends la peine de les rencontrer et de dire comment est-ce que ça fonctionne. Je leur dis toujours, moi, mon bonus, tu sais, je suis bien payé, je suis bien traité ici, mais mon bonus, c'est de te voir finir ta thérapie puis de te voir heureux. Fait que j'ai dit, promets-moi pas rien, mais essaye au moins. Essaye. Puis j'imagine que tu parles de ton parcours à toi, tu sais, qui doit Ben être oui, inspirant ben pour oui. les gars, tu sais. Ça, souvent, ce qu'on appelle, on appelle des spots. Il y a des ateliers en petits groupes, en sous-groupes, mais il y a des ateliers aussi qu'on appelle toute la famille est là. Tout le monde est là. Souvent, je vais aller témoigner comme quoi que. Je l'ai fait un matin encore, c'est vrai. Comme quoi que ça a fait 8 ans la semaine passée. Puis que j'ai entamé tout ça à 48 ans, que c'est possible pour des jeunes de 22 ans, que je m'en veux de ne pas l'avoir fait plus jeune. Parce qu'à part de ça, tu sais, ce que j'ai vécu, je peux pas tout renier. Tu sais. J'ai eu ma fille en consommation, fait que je renierai jamais ma fille, tu sais. Tu sais, il y a Puis écoute, cette vie-là a fait qui t'es aujourd'hui. Ben, justement. Tu sais, toi, aujourd'hui, peut-être des gars qui ont des problèmes, peut-être des gars à sortir dans dedans, qui sont en dedans pour des problèmes de consommation, puis qui retourneront peut-être plus jamais grâce à toi. Tu sais. C'est ça que je te disais tantôt, le bout de pitbull, là, c'est que puis les gens, ils n'en reviennent pas au bureau, là, mais écoute, je suis fait comme ça. Pas parce que j'ai eu la chance de m'en sortir puis d'être sauvé. Si tu veux te sauver, je vais être là, je vais te backer. Je vais toujours être là. Policier appelle, t'as un tel, on s'en vient le chercher. Oh, t'as une minute, là, c'est pas de même que ça marche, là. Tu viens pas le chercher. Les policiers capotent quand je leur dis ça. J'ai dit, c'est quoi qu'il a fait, là? T'as un mandat, pourquoi? Il y a des nouveaux dossiers ou bien il a manqué une date de cours. J'ai dit, arrête, là. Il est à quel palais de justice, là, son mandat? Il va dire, c'était mis, je sais pas, moi, à Joliette. Tu me donnes 2 jours, je fais la remise au rôle de ces dossiers. Je m'en vais au palais de justice de Joliette pour faire relever son mandat. La plupart du temps, les policiers vont dire oui, les autres, ça leur fait moins de paperasse puis moins de choses à faire. Moi, j'évite la détention à mon gars qui veut s'en sortir. Parce que c'est encore choc, la détention. Il faut qu'il retourne en dedans. Puis Tu sais, si c'est un gars qui est vraiment en train de s'en sortir, tu vois, tu sais, mais si c'est un gars avec qui tu as des problèmes, qui c'est le bordel. Puis, tu sais. Je m'oppose total. Tu viens pas chercher mon gars, je te le dis tout de suite, ça ne marchera pas comme ça. Je m'en vais là. Donne-moi 2 jours, je vais le mettre sur le rôle. J'appelle l'avocat, on met ses dossiers sur le rôle, on va le faire relever. Je vais t'appeler dès que ça va être fait. Ce bout-là, je te dis, je vais. À un moment donné, un collègue de travail, il me dit tu sais, faut pas que tu me lances de défis. J'aime ça, des défis dans la vie. Puis, il y a une madame, elle avait eu 7 manquements à son sursis. Elle est arrivée de chez nous de façon volontaire, parce qu'on a aussi de façon volontaire. Sauf que la plupart des volontaires, c'est des faux volontaires. Puis la madame est en sursis, puis elle a demandé de l'aide, comme quoi elle continue à boire, puis qu'elle a pas hâte d'arrêter de boire. Sauf que là, elle est rendue au centre, elle me dit, j'ai 7 manquements, ça va pas bien, blablabla. Fait que je dis, écoute, un manquement au sursis, là, il m'a fait ton sursis, puis te crisse en dedans. Là. Puis j'ai dit, on va y aller. On va aller essayer de faire relever tes manquements, puis mais t'as un bon cheminement, je te connais, t'as déjà fait un cheminement ici auparavant. Puis... Fait que je suis allé témoigner devant le juge, puis mon collègue de travail me dit, t'es pas Dieu, t'en ramèneras pas. J'ai été chanté à la pomme au juge, puis on était dans le temps de Noël, puis tout le monde était un peu clément, fait que il m'a retourné sur condition. Fait que, depuis ce temps-là, il m'appelle Dieu. Mais tu sais, ce bout-là, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir. J'ai eu la chance de prendre les bons choix. Fait qu'aujourd'hui, si tu veux t'en sortir, je vais être là pour toi. Puis c'est ça mon mandat. Puis je l'aime, mon mandat. Je fais pas ça par obligation. Je fais ça pour rendre les gens heureux. Parce que je suis heureux aujourd'hui. Je suis mon X. J'ai jamais été autant sur mon X. Là, j'ai fait plus en 8 ans que j'ai fait les 30 dernières années d'avant.
Rechute? Jamais. Jamais? J'étais tellement écœuré les 2 dernières années avant ma thérapie. Je consommais puis ça me faisait plus rien. J'allais plus chercher ce qui me manquait dans la consommation. Je surconsommais puis ça me faisait plus rien. La seule affaire que ça me faisait, c'est que c'était en train de me détruire, c'était en train de jouer sur mon anxiété, de jouer sur ma paranoïa, de jouer sur ma santé. Je pesais 300 livres, à un moment donné, je te montrer des photos, tu vas capoter. Je ne retrouvais plus le bout où j'avais du fun. J'avais plus de fun. Physique et psychologique, là, ça allait plus. Là, ça allait plus, puis j'avais plus de fun. Parce qu'avant ça, ma consommation, elle m'emmenait quelque chose. Elle m'emmenait plus rien. Fait que je dis toujours à certains résidents, je me compte chanceux pour ça. Parce que le craving, je ne l'ai plus jamais eu. J'ai jamais eu le goût de reconsommer. Je suis chanceux en tabarnak. Tu sais, je mets ça au pire. Là. J'ai toujours l'image du vieil alcoolique de taverne avec sa grosse 50 et son petit verre à coke. Là. Ce gars-là, il va falloir faire une thérapie autre avec lui. Il va falloir qu'il évite les bars, il va falloir qu'il évite les restos, il va falloir qu'il évite toutes les parties de famille puis tout ça. Parce que lui, il va avoir le goût de boire tout le temps, puis ça va y rester. Ça va être un autre mode de vie, il va falloir qu'il apprenne. Moi, je vais voir les games de hockey avec les gars qui jouent au sport, puis je vais dans des noces, puis le monde se saoule, puis je ris d'eux autres, puis ils me tapent ses dents, même des fois. Je n'ai jamais eu le goût de consommer. Je touche du bois, c'est jamais arrivé, puis je veux même pas rien savoir. Je qualifie ça comme le brocoli, je veux dire. T'aimes pas le brocoli, t'en manges pas, mais je suis là. Puis, tu sais, t'es pas le premier que je reçois qui a fait thérapie. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu sais, j'ai des gens qui ont thérapie pour alcool, thérapie pour drogue, thérapie pour violence. Ça marche. Il y a plein de gens qui sont passés à la même place que toi, puis qui nous l'ont dit. Puis si ça n'a pas marché, il y en a que ça n'a pas marché la première fois, que ça n'a pas marché la deuxième fois, que ça n'a pas marché la troisième fois, ça a marché la 6e fois. Mon directeur, si je ne me trompe pas, je pense que ça a pris 4 thérapies, mais là, ça fait 26 ans qu'il est abstinent. Moi, ça m'en a pris une, ça fait 8 ans. Chacun. C'est du cas par cas. Puis tu sais, il y en a qui vont faire leur première à 20, toi, tu l'as fait à la fin quarantaine, ça. Ça aussi, c'est un enjeu. Ça, je vais te dire, je trouve ça difficile pour mes kids qui arrivent. Mes kids de 22, 23 ans, là, tu demandes aux kids, tu ne consommeras plus jamais. Tout son entourage. À 22 ans, tu fais le party, là. 22 ans, c'est fait pour se saouler la gueule, puis c'est fait pour avoir du fun, sortir d'un bar, puis c'est la vie, là. C'est le fun, c'est la liberté. Tu commences à être adulte, puis tu as le droit de boire, puis go, vas-y. Quand tu es capable de le vivre comme un adulte, un jeune adulte normal, une fois par semaine, là, tu saoules la gueule, le dimanche, tu as la gueule de bois, puis le lundi, tu retournes travailler, tant mieux pour toi. Mon jeune, lui, qui ça finit plus, puis que ça tombe dans le crack, puis qu'il fait des intros, puis qu'il fait des vols, puis parce qu'en consommation, il n'y a pas du monde, ou que ça y prend de l'argent pour sa consommation, à 23 ans, de dire d'arrêter de consommer, c'est dur en crise. C'est dur. Moi, un bonhomme de mon âge, à 48 ans, moi, j'en ai là, qui arrivent chez nous, puis ils ont une maison, ils ont des enfants, ils ont une vie. Mais, exemple que je vais te donner, il y en a qui ils se saoulent tous les deux puis ils se tapent dessus tous les deux. Fait que le gars, il est pris dans de la violence conjugale face à sa consommation. Il faut que ça arrête. Lui, il a beaucoup à perdre dans tabarnak face aux jeunes de 22 qui, lui, a juste son party à perdre. Il n'y a rien à perdre, ce gars-là. C'est dur pour eux autres. Mais, puis, tu sais, je veux dire, ça dépend. Chaque cas est différent. On a une fille, Léla, qui est passée ici il y a une couple de semaines. Elle a 20 ans, puis elle est dans AA, puis tout ça. Mais la consommation a commencé à genre 13. Oui, c'est ça. C'est ça. En finissant, ta relation avec ta fille aujourd'hui? Super. Ça ne peut pas mieux aller. L'an passé, on était faire un voyage en Grèce 10 jours ensemble. Moi, j'étais impliqué dans les courses d'hydroplane. On a fait une année au complet à faire le circuit ensemble. Écoute, on s'en va super ensemble jeudi soir. On se voit régulièrement. Elle a fait son certificat en intervention en délinquance. Elle suit un peu mes traces là-dedans. Elle étudie en psychoéducation. Là. Elle est en train de se remanier un peu. Elle cherche, mais c'est correct. Elle a le diplôme entre les mains. Avez-vous reparlé un peu de la vieille époque d'avant? On n'a pas creusé. On a parlé. Je ne sais pas si on est rendu là, tous les deux encore. OK. Est-ce que le besoin est là? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va venir. Mais bref, tu sais, j'étais un peu content parce que, tu sais, on dit tout le temps qu'on n'a pas réussi à prouver encore en alcoolisme, en toxicomanie, que c'était héréditaire, mais il reste que... C'est souvent le cas. Tu sais, c'est souvent le cas.
Ma fille, elle aime ça boire, elle aime ça faire le party, mais ça envahit pas sa vie. Fait que jusque-là, ça va. Puis jamais je vais tu sais, jamais j'ai dit, ah, Chris, là, tu penses pas que tu bois trop, blablabla. Je l'encadre plus que je l'interdis, tu sais, là-dedans. Qu'elle vive ses affaires, là, il faut qu'elle les vive, il faut qu'elle voie ses quoi, puis etc. Je pense qu'elle est correcte. Je pense que ça va. Notre relation, elle va super bien. Écoute, on se texte à tous les jours. Malgré que c'est une jeune, une vieille ado, une jeune adulte qui répond pas tout le temps. Mais non, la relation est super le fun. C'est revenu quand même assez rapidement parce que au début, elle était un peu réticente à voir, il va te changer, il va être le même. Maintenant, avouez que, Elle doit être fière de toi. ben oui, ben oui. Tu sais, je deviens comme un peu un modèle, tu sais, pour cette clientèle-là, pour ce monde-là. Elle est venue voir ce que je faisais. Ben, il n'y a pas juste ta fille qui est fière de toi, moi aussi. Je tiens à te le dire. Je veux te dire merci deux choses. Merci de ton histoire, puis merci pour ce que tu fais pour les gars. Merci à toi de m'avoir reçu. Eux autres, ils doivent te le dire souvent, mais tu sais, je pense qu'il y a des gars qui se retrouvent en dedans qui ont raison d'être là. Il y en a, ben en fait, ils ont toutes la raison parce qu'il s'est passé quelque chose. Ah oui. Mais tu sais, il y en a justement que c'est pour des contextes